Les athlètes que j'ai reçus dans Courir Mieux m'ont toutes et tous marqué, d'une façon ou d'une autre. Ils ont laissé une petite empreinte que je trimballe avec moi. Dans ma tête, j'imagine ça comme une petite boîte que je remplis en les écoutant et dans laquelle je pioche plus ou moins en fonction des situations, des moments, de mes besoins, etc. Et inévitablement, il y en a certains et certaines qui me marquent plus que d'autres, qui remplissent ma petite boîte un peu plus. Et Gauthier Herriot en est un exemple. Certains ne le connaissent que depuis son arrivée au 90 du Mont Blanc en 2025 et son sprint d'anthologie. D'autres avaient déjà noté son nom depuis sa 3e place à la TDS 2024 et s'en sont rappelés lors de sa 2e place à la TDS 2025. Et les plus connaisseurs ont certainement son nom en tête depuis sa 6e place au Templier 2022 ou sa 2e place au Championnat de France de trail long en 2019. Et derrière cet athlète, qui, pour le citer, se retrouve régulièrement juste derrière les places d'honneur, se trouve une personne d'une humilité rare. Consciencieux et travailleur qui s'entraîne depuis des années à pied, fort d'un passif de skieur de fond, et surtout quelqu'un d'incroyablement sincère. Si les algorithmes des réseaux sociaux et ceux qui les nourrissent se sont plu à dresser le portrait de Gauthier comme uniquement cet athlète qui s'arrache jusqu'au bout, à quelques mètres de la ligne d'arrivée, au risque de déplaire à certains, moi c'est pas ça que je suis allé chercher. J'ai voulu aller creuser ce qui se trouve derrière ce coureur, derrière ce sportif qui répète depuis sa plus jeune enfance des séances difficiles pour atteindre son plus haut potentiel. Et j'espère que c'est ce portrait de Gauthier et toutes ses facettes plus intéressantes les unes que les autres que j'ai réussi à capturer dans cet échange. Je m'appelle Cyril Forestier, je suis entraîneur de trail et pratiquant, mais surtout docteur en sciences du sport. Vous êtes dans Courir Mieux, le podcast de trail qui vous aide à progresser grâce à des conseils fiables basés sur la science. Et pour cet épisode, je vous propose qu'on mette de côté la littérature pour discuter avec un athlète de haut niveau, Gauthier Herriot. Avant de commencer, je remercie Suunto, partenaire de Courir Mieux pour la saison 3 du podcast. Vous le savez, Suunto, c'est des montres et écouteurs que j'utilise depuis bientôt 2 ans et la marque fête actuellement ses 90 ans. À cette occasion, ils ont sorti la Suunto Vertical 2 dans un coloris inédit, avec des bracelets inédits, une watch face anniversaire et surtout, un coffret collector qui retrace l'histoire de la marque avec à l'intérieur une édition limitée de leur fameuse boussole liquide inventée en 1936. Vous pouvez découvrir ce coffret collector avec le lien qui est présent en description, où vous trouverez également un code promo valable chez Suunto. Et maintenant, place à mon échange avec Gauthier. Salut Gauthier, comment ça va ? Salut Cyril, écoute, ça va très bien. Je suis ravi de te recevoir ici en Haute-Savoie. Écoute, moi aussi, je suis super content. Alors, les auditeurs le verront pas, mais moi, j'ai quand même pas la pire des vues. Je t'ai pas laissé la meilleure place sur le canapé. J'ai quand même C'est quoi la montagne qu'on voit juste en face ? Alors, c'est le mont Billa, voilà, qui est un petit peu couvert aujourd'hui. Mais moi, je regarde juste au-dessus de toi, j'ai le Mont Blanc, que les auditeurs ne voient pas non plus. Est-ce que tu as tous les coms sur la montagne qui est juste en face de chez moi ? C'est toi la local legend Alors, elle est un petit peu trop loin. Moi, je suis plus sur la montagne qui est juste derrière, voilà. Et après, au niveau des coms, même si c'est pas quelque chose où je fais trop attention, je crois que j'en ai quelques-uns quand même. Il faut pour entretenir ta réputation d'ultra sprinter, dont on va reparler un peu dans l'épisode, mais quand même, ça se travaille, ses capacités de vitesse. Ah, ça se travaille, et puis c'est du travail de longue haleine. Encore une fois, cette fois, je te le dis à l'enregistrement, je te remercie beaucoup de me recevoir et d'accorder du temps aux auditeurs. Moi, je suis très content de pouvoir échanger avec toi. On se l'était dit un peu après le marathon du Mont Blanc, que ce serait cool d'enregistrer. Il s'est passé quelques mois, mais on y est, et on va pouvoir parler de plein de choses, dont le marathon du Mont Blanc. Avant qu'on commence, pour éventuellement les auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas, qui est Gauthier Herriot ? Alors, Gauthier Herriot, il a 34 ans, voilà. Il est originaire de Grenoble, professeur des écoles. Je suis enseignant spécialisé. Voilà, donc ça veut dire que je m'occupe d'élèves en situation de handicap ou en difficulté scolaire. Voilà, dans une douzaine d'écoles à proximité de là où j'habite. Et j'ai 2 filles, voilà, qui ont 6 et 8 ans. Et je dirais que voilà, je suis un amoureux de la montagne, un amoureux du plein air. Voilà, c'est comment je me définirais. En pleine période Harry Potter, on a dit juste avant. Ça situe à peu près la tranche d'âge littéraire. Exactement. On va y avoir une question libre après. Donc, le problème, c'est que, comme on a dit, tu écoutes mes podcasts de temps en temps, donc tu n'es pas surpris par les questions que je vais te poser. Il n'y aura peut-être pas l'effet surprise, tu as peut-être déjà réfléchi plein de fois. Tu as dit que tu étais enseignant spécialisé. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore une activité professionnelle ? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es athlète à temps plein ? Alors, ça se passe qu'en fait, actuellement, je suis en disponibilité pour garder mes enfants. Voilà. Comme ils ont moins de 12 ans, j'ai le droit de demander une disponibilité.
Le projet initial, c'était de prendre un temps partiel à 50%, de faire 50% mon métier d'enseignant et le reste, être avec mes enfants et faire du trail. Mais ça n'a pas pu se faire. Voilà, mon employeur, l'Éducation nationale, n'a pas souhaité. Et du coup, j'ai pris ce virage à 100% trail et 100% famille. Donc, ce qui me va très bien. Donc là, ça veut dire que tu as au moins presque 6 ans devant toi de disponibilité, c'est ça ? Et de possibilité de faire du sport un peu plus facilement. Voilà, dans les faits, c'est vraiment 5 ans où c'est facile. C'est-à-dire que pendant 5 ans, l'Éducation nationale, alors je ne suis pas payé, mais par contre, en termes d'avancement et puis au niveau de la carrière, ça ne change pas grand-chose. Voilà, et puis après, la dernière année, ça sera peut-être une année bonus. Et après, en effet, il va falloir que je me pose certainement les bonnes questions. Puis encore une fois, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Pour l'instant, je profite de mon année de disponibilité. C'est renouvelable chaque année. Donc voilà, le projet, il est pour l'instant, c'est du court, moyen terme. Est-ce que tu as, avant qu'on rentre dans le sportif que tu es, est-ce que tu as une autre passion que le trail qu'éventuellement on ne connaîtrait pas ? Autre passion, je ne sais pas si on pourrait dire que c'est une passion. Moi, j'aime vraiment le plein air, etc. Mais là, le chalet dans lequel on est, c'est avec ma femme. On l'a construit nous. Voilà, donc c'est. Après, voilà, moi, je suis pas du tout du bâtiment. J'ai pas de famille qui est du bâtiment non plus. On n'a eu aucune compétence. Mais disons que ça a été un réel plaisir, en tout cas, de construire ça. Et on a rénové aussi récemment un petit appartement. Donc, je pense que c'est quelque chose que j'ai jamais exprimé ou jamais mis en avant. Mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose qu'on aime faire à deux et qui a été fondateur, disons, dans notre parcours à deux. Et puis, du coup, maintenant à quatre, quoi. Quelles sont les probabilités que la maison s'effondre pendant l'enregistrement ? Écoute, elles sont fortes quand même. Parce que je garantis pas les compétences, quoi. Ok, très bien. Bon, on va faire gaffe à ça. Avant qu'on rentre dans le sportif que tu es, 3 petites questions pour faire un peu le tour de l'humain, Gauthier, que en tout cas, moi, j'aime bien. Est-ce que tu as un film préféré ? Un film qui t'a marqué ? Alors, un film, ça serait difficile à définir, mais globalement, j'aime bien les films d'action type Tarantino. C'est vraiment des films que j'aime assez. Puis après, sinon, les comédies françaises, un peu type Clapiche, etc., j'aime assez, ouais. On a revu Réservoir Dogs il n'y a pas très longtemps, qui est un Tarantino, quand même, un des grands classiques de Tarantino. C'est toujours aussi plaisant, je crois. Exactement, j'ai vu Django il y a quelques jours, magnifique. Est-ce que tu as un livre préféré, un ouvrage qui t'a marqué ? Voilà, en ce moment, je suis dans la grande période Harry Potter avec les enfants. On lit Harry Potter en famille, etc. Donc, c'est des très bons moments. Mais il y a un livre qui m'a marqué, je dirais, sur les quelques derniers mois, là. Ce serait Le Monde sans fin là, de Jankovici. Je ne sais pas si je prononce bien son nom, Jean-Marc Jankovici ou Jankovici, bref. Et c'est une BD un petit peu scientifique, avec des apports qui sont super intéressants sur le réchauffement climatique et plus largement, qu'est-ce qu'on fait de notre Terre et comment est-ce qu'il faudrait se comporter pour que ça aille un petit peu mieux, quoi. Et c'est un vrai conseil de lecture, parce qu'elle est extraordinaire. Et d'en parler, ce serait trop réducteur. Voilà. Ok, tu m'as convaincu, ça me donne vraiment très envie de le lire pour de vrai. Et est-ce que tu as une musique ou un artiste préféré que tu aimes beaucoup écouter ? En ce moment, je suis pas mal 16. Vraiment, j'aime beaucoup l'artiste, j'aime beaucoup l'œuvre en général. Et voilà, les textes sont puissants et ouais, j'aime bien. Musique à l'effort ou pas ? Pendant les compétitions, oui. Sinon, pas de musique à l'effort. Plutôt des podcasts. Voilà, j'apprécie vraiment ce côté un petit peu plus réflexion, etc. La musique, je trouve que ça gâche un peu peut-être le bruit ambiant. Mais c'est pas tout le temps non plus. Enfin, j'alterne entre rien et puis plutôt des podcasts. Ok, ça marche. Alors, j'ai fait un tour du côté sportif de ta carrière qui commence en fait à avoir quelques années. Parce qu'il y a quand même pas mal de compétitions et de résultats. J'ai l'impression qu'on t'a plus découvert, que t'as plus pris de la lumière ces dernières années, mais t'es pas sur les circuits trail depuis hier. T'as commencé quand même il y a quelques années. On a un peu parlé de toi dans mon épisode précédent avec Marie Doin. On avait parlé d'un championnat de France à l'UTCAM, tu m'as dit en 2015, 2017. Ouais, je crois que c'est 2016, mais je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 2016, ouais. Ça remonte, ça fait 10 ans. Il y a bientôt 10 ans, ce serait dans les dizaines d'années. Si je dis pas de bêtises, tu me corrigeras. Tu es ultra sprinter pour la team Scott depuis 2020, c'est ça ?
Je suis remonté loin dans ton Insta pour trouver cette information. 2020, ça fait 6 ans avec ton partenaire, Scott. C'est une aventure qui dure. C'est une aventure qui dure et c'est vrai que c'est arrivé comme ça au fil de l'eau. Juste avant, j'avais un autre partenaire, je pense de 2018 à 2020. Voilà, j'étais dans une première équipe de trail, le Team Craft. Voilà, c'était Nicolas Fréchard à l'époque qui drivait tout ça. Et juste avant, j'étais justement avec Meribel Sport Montagne. C'était vraiment ça qui m'a lancé, entre guillemets, dans le bain du trail. Voilà, moi, avant, j'étais un coureur, un vagabond en montagne, on va dire. Okay. J'ai noté que tu as été également soutenu, j'espère n'avoir oublié personne, par Impulse, qui est ton partenaire de nutrition, Jolt, qui fait des bottes de récupération, et Meribel Sport Montagne. Tu es entraîné par Adrien Séguret, qu'on salue au passage, qui semble te contacter de belles séances d'après ce que tu partages sur les réseaux sociaux, des fois des séances qui piquent. En tout cas, il y a beaucoup de rouge au milieu de ce qu'on voit. Ça a l'air sympa. T'as un ITRA à 897 et tes meilleures performances semblent être aujourd'hui sur les formats. Est-ce que tu le sais ? Je crois que c'est assez... ça va ça balaye un petit peu tous les formats. Enfin, je veux pas faire le... C'est ça. Franchement, t'as un niveau... T'as des cotes qui sont assez similaires entre les formats et tes plus hauts scores sont sur les formats 100 miles. Peut-être que la TDS 2025 a bien aidé. Mais également sur les formats 20 km. Joli grand écart entre les deux. Dans ton parcours, tu as aujourd'hui 11 victoires, 15 deuxième places, 4 troisième places. J'ai noté quelques résultats notables, comme le premier à la Restonica en 2022, Restonica Bayou Tember en 2022, deuxième au championnat de France de trail long en 2021, septième en 2023, sixième au Grand Trail des Templiers en 2022, si je dis pas de bêtises, à l'issue d'un sprint également. Exactement, avec Romain Maillard. Et je crois qu'on a été classés tous les deux 6e, même si je pense que, et on en parlera, il était légèrement devant. Okay. Voilà, exactement. J'ai également noté que tu avais été 3e à la TDS en 2023, pas rien comme résultat, 4e au Marathon du Mont Blanc en 2025, à un poil de cheveux près. 2e à la TDS en 2025 également, juste derrière Antoine Charvolin, qu'on salue au passage, que tu as presque failli rattraper sur le plat, mais l'avance était quand même un peu trop compliqué à rattraper, surtout après 140 km. Tu as également été 2e au Restonica Bayou Tember en 2024, à la Sky Race des Matézins en 2022, 2e à la Maxi Race en 2021, j'en passe. Est-ce que dans cette histoire, j'ai oublié un résultat notable qui, selon toi, mérite d'être souligné, a de l'importance et doit être dit ? Non, tu as vraiment fait le tour de mon palmarès, entre guillemets, de trailer. Après, ce qui est rigolo, moi, quand j'analyse un petit peu tous ces résultats, c'est que, donc, tu as dit, je sais plus combien de victoires. Alors, en fait, j'ai été beaucoup de 2e. C'est vraiment quelque chose qui me caractérise, 2e et 4e. Et c'est rigolo parce que j'ai souvent été 2e à quelques secondes avec justement des remontées. Par exemple, à la Maxi Race, voilà, tu me demandes de revenir, par exemple, sur un résultat. Ce qui est rigolo, c'est que je dois finir à 50 secondes de David Sheraz, voilà, mais alors que j'étais 7 ou 8 minutes derrière. En fait, c'est un peu l'histoire de ma vie de sportif, d'être justement dans cette remontée finale un peu improbable et d'échouer, tu vois, un petit peu juste devant la ligne d'arrivée. Et c'est assez rigolo, mais je le vis super bien et c'est quelque chose qui m'a beaucoup suivi et peut-être qui continuera à me suivre. Alors, c'est super marrant parce que je l'avais noté et j'avais prévu d'en discuter dans la partie Patreon. Mais on peut en parler maintenant puisqu'on a ouvert la porte, c'est pas grave. Est-ce que c'est quelque chose justement que tu t'es déjà fait comme réflexion, du coup tu viens d'y répondre ? Est-ce que c'est quelque chose qui te frustre un peu dans ce genre d'approche, parce que dans tes courses, parce que t'es pas 2e sur des courses... t'es 2e sur des événements majeurs, des fois vraiment très très proche de juste la personne devant. Tu le vis pas mal, t'es OK avec ça et t'y es confronté, c'est tout ? Non, et voilà, là où je le vis très très bien, c'est que je crois que souvent, mettons une demi-heure ou 1 heure avant l'arrivée, j'ai un petit sursaut alors que je suis complètement éclaté. Souvent, je suis vraiment... et en fait, j'ai ce petit sursaut qui me fait dire, allez, vas-y, essaye, vas-y. Et en fait, ça me fait intérieurement, je sais pas, rire, ça me fait un peu délirer, le fait de me dire, allez, vas-y, dépouille-toi et essaye. Et souvent, le premier, celui qui est en tête, celui qu'on va, entre guillemets, chasser, lui, il est dans l'effet inverse, il va essayer de contrôler. Et donc, après, c'est sûr que ce côté un peu panache de dernier instant, ça peut être
ça peut paraître ridicule, mais moi, c'est quelque chose, voilà, que j'aime produire. C'est un effort que j'aime produire. Et j'ai cette, et du coup, ce qui crée beaucoup de souvenirs, parce qu'en fait, souvent, mettons dans le dernier tiers de course, je vais avoir une grosse baisse, et puis vraiment, je vais arriver à finir fort. Ça me caractérise, et je suis plutôt bon en descente, et souvent, voilà, il y a une descente finale, et c'est dans cette descente finale où je vais m'approcher, mais passer, quoi. Et il y a un autre résultat peut-être qu'on a passé, mais peu importe. C'est en Italie, j'avais fait une manche de skyrunning. C'est ma première manche de skyrunning. C'était du côté de Ceresole Real. Ça s'appelle Grande Paradiso. Voilà, enfin bref, c'est de la manche des skyrunning. Et j'avais fait deuxième derrière l'Italien Minoggio, mais pareil, à 50 secondes. Mais en fait, en haut de la bosse, j'avais peut-être 7 minutes. J'étais en bataille avec à l'époque Rui Ueda, le japonais, voilà. Et moi, en fait, je veux semer Rui, mais j'ai aucun espoir de rattraper devant. Je sais que c'est fini, tout ça. Et en fait, en arrivant sur le plat final, je le vois juste. Et en fait, ça nourrit, disons, des souvenirs, et ça nourrit. Voilà, moi, j'aime courir comme ça, j'aime essayer de donner tout jusqu'à la ligne d'arrivée. Voilà, et du coup, ça donne ces séquences un peu rigolotes, quoi. Et puis, c'est peut-être toujours plus plaisant de finir en ayant la capacité d'accélérer la dernière heure qu'en subissant depuis 1 heure, 2 heures, 3 heures et en traînant la patte jusqu'à l'arrivée. Ouais, complètement. Et puis après, je pense qu'on en parlera, mais au niveau, moi, de ma gestion de course, de ma gestion même de la nutrition, tout ça, jusqu'à il y a peu, j'étais vraiment très, très nul, mais je peux le dire, hein, vraiment nullissime. Et du coup, ces scénarios se sont aussi écrits à cause de ça, et de chaque course j'apprends, mais du coup après, avec le niveau de performance qui augmente, le niveau d'intensité qui augmente, et en fait j'ai ces grosses perturbations au niveau énergétique, etc. Et donc souvent j'ai une grosse baisse, puis je recharge en énergie avant de pouvoir finir à fond, quoi. Enfin voilà, et puis même psychologiquement, voilà, je l'ai expliqué, mais j'ai vraiment cette capacité à me dire, bon, ok, allez, vas-y, maintenant, il te reste qu'une demi-heure, qu'une heure, vas-y, éclate-toi, et puis donne le max, quoi. Et ce que tu as vécu sur les manches plus courtes, par exemple le skyrunning ou la Sky Race des Mathésins, alors tu étais sur le 40 de mémoire sur le Sky Race des Mathésins, donc c'est pas la version... Alors j'ai déjà fait le plus court, où j'avais dû faire peut-être 5e ou quelque chose comme ça, ce qui n'est pas exceptionnel, hein, mais là c'était un course. Oui, elle est relevée, et puis le skyrunning que j'avais fait en Italie, c'était sur un format plus long, c'était 50 4000, donc c'était plutôt un format qui à l'époque me plaisait bien. Ok, parce que j'allais dire, ça t'a pas donné envie de faire plutôt du court que du long, parce que tu sembles être plutôt caractérisé par de l'ultra trail, mais bon, là la réponse c'est que t'as pas fait non plus du très très court, en tout cas là-dessus c'est pas ce que tu sembles préférer. Juste avant, parce que j'ai un peu inversé les questions, on va revenir sur tout ça c'est pas grave, on va revenir sur tout ça dans quelques instants, mais la question que je vais te poser, moi, c'est quoi ton passé sportif? Qu'est-ce qui t'a amené sur les sentiers? Là, justement, ça va expliquer pas mal de pourquoi est-ce que je vais plutôt sur du long que sur du court. Donc moi, il faut savoir que je suis issu d'une famille de 6 enfants. Voilà, donc j'ai 5 frères. Et ça, c'est assez remarquable, hein, voilà. J'ai des parents qui sont pas des grands sportifs, mais qui sont passionnés d'extérieur, de plein air, et qui, pour leurs enfants, ont vraiment voulu nous mettre à des activités. Et puis, ça nous permettait aussi, entre nous, d'avoir des saines occupations, d'avoir une belle émulation, etc. Donc, très tôt, moi, je me suis mis au sport avec mes frères, hein. On a fait du tennis au début, puis après, moi, j'ai surtout bifurqué vers le ski et le combiné nordique. Le combiné nordique, c'est du saut à ski et du ski de fond. Donc je suis originaire de Grenoble, mais on allait s'entraîner à Autran, voilà, où mes parents ont une maison familiale là-bas. Et du coup, j'ai fait une première, entre guillemets, carrière de sportif de haut niveau en combiné nordique. Ça m'a guidé, en gros, du lycée, donc de mes... Même au collège, j'étais impliqué, mais disons que j'ai été après en pôle espoir, en pôle France, en équipe de France B, jusqu'à mes 21 ans. Donc en fait, ça a été quand même une grosse page de ma vie. J'ai été, de l'âge de 12-13 ans à 21 ans, un vrai athlète de haut niveau, soutenu par une fédération, dans un cadre assez rigide et rigoureux, voilà, pro, complètement.
Mais je me suis pas émancipé en fait. C'est vraiment un milieu, c'est déjà un tout petit milieu, le combiné nordique. Et alors j'étais très heureux dans l'activité, etc. Mais peut-être que voilà, à un moment donné, j'ai préféré voir autre chose. Et en fait, j'ai eu l'occasion de passer le concours d'Instit en tant que sportif de haut niveau, et je l'ai obtenu, et du coup voilà, un choix a dû s'opérer, et puis le choix de rentrer dans la vie active, et puis voilà, j'ai vraiment préféré prendre cette direction. Du coup, ce qui m'a amené en Haute-Savoie. En fait, j'ai eu mon premier poste ici, à quelques kilomètres, à moins d'une dizaine de kilomètres d'ici, et voilà, je suis arrivé enseignant à temps plein, et je découvrais un nouvel environnement, un nouveau métier, et quoi de plus simple que de chausser des baskets pour aller explorer. Enfin, moi, voilà, j'ai été baigné depuis ma plus tendre enfance avec mes parents, on allait en montagne, etc. J'ai toujours été amoureux de ça, mais j'ai jamais tellement pu en profiter parce que le combiné nordique ou le sport de haut niveau, en fait, on va dans des endroits exceptionnels, mais on est astreint à un entraînement de ski roue, de saut à ski, mais on pouvait pas explorer les montagnes, et moi j'avais toujours rêvé de faire ça. Et donc voilà, je me suis mis tranquillement à courir, ça m'a amené sur les sentiers, il y avait un trail local, donc je me suis dit, allez, vas-y, pour le délire, on va essayer de voir si je suis capable de faire 50 km, mais j'ai jamais pensé être un trailer, ou d'ailleurs je m'identifiais surtout pas comme ça, quoi. Moi, c'était avant tout le seul objectif, c'était de voir ce que j'étais capable de faire, de voir où étaient mes limites, d'essayer de les repousser, d'essayer de voir si j'étais capable d'aller sur la montagne qui était derrière la vallée, etc. Puis après, voilà, ça a commencé comme ça, quoi, tout simplement. Et ça finit à la TDS. Et du coup, ça a mal fini l'affaire. Hein. Et du coup, la question que qui m'est venue quand tu as raconté ça, c'est parce que le ski, c'est quand même pas un sport où tu as énormément de contraintes mécaniques similaires à la course à pied. C'est plutôt porté, ça glisse, t'as pas tous les impacts. T'as pas pété de tous les côtés en termes de blessures quand tu as commencé à courir? Alors non, j'ai pas pété de tous les côtés, parce que déjà quand même j'ai fait, quand on fait du ski, la préparation elle se fait aussi à pied, et puis nous en saut à ski on a des contraintes mécaniques qui sont importantes parce qu'on fait pas mal de bondissements, pas mal de sprints, etc. Donc en fait j'ai eu une formation qui a été assez riche de ce point de vue-là. C'est un sport qui travaille deux aspects, l'endurance et plutôt la force explosive. Et du coup voilà, j'ai quand même travaillé dans ma jeunesse, toutes ces compétences-là. J'ai eu ces compétences-là, alors à moitié, c'est-à-dire que j'étais pas bon en saut, pas très bon en saut et pas très bon en ski de fond. On était des mauvais sauteurs et des mauvais fondeurs entre guillemets. Mais à la fois, voilà, j'ai quand même travaillé, je pense, ces qualités-là. Et quand je suis venu au trail et à la course à pied, ça a été extrêmement progressif en fait. J'ai été instit en 2012 ou 13, et en fait ma progression après sur du long, j'ai mis des années en fait. C'était vraiment une pratique, et puis c'était une pratique au début où j'avais tout sauf envie de faire des intensités, tout sauf envie voilà, de faire les descentes à fond. Moi je faisais mon petit footing dans la montagne, c'était juste voilà, vraiment explorer. J'étais dans l'exploration. Même encore aujourd'hui, on t'a vu, si je dis pas de bêtises, tu me corrigeras, mais il me semble qu'une de tes courses les plus longues, c'est la TDS. T'es pas encore allé sur exactement. J'ai jamais fait de vrai 100 miles. Tout à fait. Ok, et ça va peut-être venir, mais en tout cas, tu restes dans cette progressivité dans les courses que tu fais. Est-ce que tu identifies dans ta carrière sportive un virage, un moment important où les choses ont changé de dimension pour toi? Est-ce que le trail été a changé de dimension? Peut-être l'entrée dans la Team Scott en 2020 ou plus récemment? En fait, il n'y a pas eu de virage vraiment à 180 à un moment donné où je me suis dit « Ah ouais, d'accord ». En fait, j'ai l'impression que chaque semaine, chaque mois qui passe, en fait, ça vient... il y a une implémentation, il y a... voilà, je construis vraiment les choses de manière très empirique, très douce, très calme. Et je pense que ça se voit, même si tu regardes, tu vois, alors la cotation ITRA, on en pense qu'on en pense. Mais si on regarde, en fait, il y a quelque chose de très progressif. Et au final, je ne suis pas parti de si bas que ça. Mais à la fois, on sent que quand même, il y a quelque chose qui se passe et il y a une progression lente. Et voilà, moi, en fait, j'ai jamais voulu j'ai jamais souhaité être un sportif de haut niveau. Par contre,
avec le plaisir que j'ai d'être sur les sentiers, et le plaisir que j'ai à faire de la compétition pour me donner à fond, pour dépasser mes limites, je dirais que en fait j'ai eu envie de peut-être corriger certaines choses, de m'entraîner plus sérieusement. Après ça a été en effet l'entrée dans une équipe, Meribel Sport Montagne qui m'a aidé à me dire ok, peut-être qu'on peut te challenger là-dessus. Et voilà, et après c'est sûr que là ces dernières années, clairement quand on est dans une équipe comme Scott, forcément on est poussé, mais sainement. C'est-à-dire que moi, ça me donne envie de donner le meilleur de soi-même, de se professionnaliser un petit peu plus, de faire les choses un petit peu mieux. Et voilà, et ça, c'est aller jusqu'à prendre un entraîneur. Enfin, moi, c'était impensable de reprendre un entraîneur. J'étais dégoûté de ce côté où on t'astreint à quelque chose, etc. C'est super clair. Et c'est vrai que cette progression sur le long terme, j'avais prévu d'en parler un peu plus tard, mais on la voit. Je veux dire, n'importe qui prend tes cotes ITRA, j'ai regardé ton ITRA, enfin, on voit très clairement l'évolution des points qui valent ce qu'ils valent, mais en plus, on dit qu'ils valent ce qu'ils valent, mais de ce qu'on entend, plutôt une tendance à coter moins fort aujourd'hui qu'avant. Donc, ce qui laisse entendre que de toute façon, en plus, ta progression, elle serait peut-être même encore plus marquée que ce que tes scores laissent entendre, mais on la voit. Je crois que ta plus grosse cote, c'est la TDS 2025, si je dis pas de bêtises, ou une de tes plus grosses, à 4 points près d'une autre qui est à 918, et là, t'es à 914, je crois, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, exactement. Mais au final, ça s'explique vraiment par mon entraînement qui se structure. D'ailleurs, je dis entraînement. Il y a quelques mois, quelques années, je parlais même pas d'entraînement. En fait, je m'entraînais pas. J'allais courir en montagne, quoi. Enfin, ou j'allais faire une balade. Là, vraiment, aujourd'hui, oui, c'est un peu plus structuré. Et du coup, en effet, on a forcément cette progression. C'est un très beau message. Je suis super content de t'entendre dire ça. Si je te demande aujourd'hui, c'est quoi ton profil de course favori? Une course parfaite pour toi, ça ressemble à quoi en dénivelé, distance, terrain, etc. C'est plutôt long, c'est-à-dire au-delà de 80-90 km, et sur un terrain ultra montagneux. Voilà, moi ce que j'aime, c'est vraiment la technicité, c'est là où je suis à l'aise. Peut-être que j'ai des capacités à bien courir, mais là où vraiment j'aime être, c'est vraiment dans un environnement plutôt montagnard et très technique. Ouais. Du coup, Restonica, TDS, Marathon du Mont Blanc, enfin 90 du Mont Blanc. Exactement. Après, c'est vrai que je pense que vraiment, là, dans les trois que tu cites, il y a vraiment la Restonica et puis les deux autres. C'est-à-dire qu'après, moi, je différencie vraiment technicité et course plutôt cassante. Oui. Pour moi, la TDS, c'est une course cassante qui nécessite pas mal de résistance, tout comme le 90 du Mont Blanc. Pour autant, au niveau de la technicité, moi, par exemple, je serais plus attaché à une Restonica Trail, voilà. C'est un peu ce qu'on disait aussi avec Marie dans l'épisode précédent, qu'elle disait un peu comme toi, qu'il y a une différence entre typiquement TDS qui est raide, mais pas technique, en tout cas pas si technique que ça. Pareil pour un UTMB, il y a des portions raides, mais c'est pas technique, et une Restonica qui en plus ajoute le côté technique. Et du coup, qu'est-ce que tu allais faire sur la Maxi Race et les Templiers ? Non, mais après, donc, on va aussi l'expliquer, mais donc j'ai eu deux filles, et pour moi, ça a été... Du coup, dans la progression lente, il y a aussi ce facteur-là, c'est qu'aujourd'hui, elles grandissent, et du coup, j'ai aussi un petit peu plus de temps, puis je me professionnalise, je travaille moins, donc aussi j'ai un petit peu plus de temps. Donc là, encore une fois, ça apporte au projet d'autres perspectives, hein, mais j'ai respecté vraiment ce temps, et du coup, pourquoi est-ce que j'ai fait ces courses ? Parce que ce sont des courses qui sont pas trop loin de la maison, qui nécessitaient pas non plus un entraînement incroyable, et surtout c'est des courses aussi qui me donnaient envie, parce que c'est quand même des classiques, on en entend parler, on a envie de les faire. Et par contre, ce qui est sûr, c'est que d'une, je me suis pas toujours donné les moyens de bien les réussir, mais par contre j'ai pris un plaisir fou à y participer et à m'y casser les dents et à apprendre du coup. Petite question pour clôturer un peu ce profil, avant de rentrer dans comment tu t'entraînes, qui va ressembler à livre, film, etc., mais sur du matériel trail. Aujourd'hui, je crois savoir, mais je vais te laisser le dire, quelle est ta paire de chaussures préférée ?
Alors, c'est une chaussure qui, je pense, au moment où tu vas publier la vidéo qui sera déjà sortie, voilà, et donc c'est la Kinabalu Trail. Voilà, c'est une nouvelle chaussure qui change radicalement par rapport à ce qu'on avait l'habitude chez Scott de produire. On avait une chaussure plutôt type montagne, assez pointue, exigeante pour des trailers exigeants. Là, on a radicalement changer, alors pas tourner la page de la technicité, mais on a une chaussure qui va être davantage confortable, avec un amorti un peu plus intéressant et qui justement m'a permis de aussi progresser parce que c'est celle que j'ai utilisée sur la TDS, exactement. Est-ce que tu as un aliment en course préféré? C'est une question déjà de la rubrique Merrell, mais qui vient s'intégrer aussi. Il y a quelqu'un qui, un peu biaisé, je crois, a demandé quel est ton aliment ou ta boisson préférée en course. Alors là, je suis pas difficile. Je tourne uniquement gel et boisson d'effort. Voilà, avec de l'eau et c'est tout. Donc vraiment, si j'avais à en donner un, voilà, gel. Est-ce que tu as un aliment en récupération que tu apprécies? Quelque chose que tu aimes bien manger après des gros entraînements, des grosses courses? Oui, alors un aliment, si je parle vraiment un aliment spécifique pour la récup après un entraînement difficile, chez mon partenaire Impulse Nutrition, il y a la Whey Isolate là, qui est vraiment très intéressante pour la récupération musculaire. Et si d'une manière plus large, si je devais dire un aliment qui fait plaisir après, si on fait un bon repas avec l'équipe pour décompresser après une course, je crois qu'une bonne pizza, mais je crois que c'est une réponse qui est relativement ça fait la presque pizza une du succès. Voilà, c'est ça. Ça fait presque une unanimité la pizza. Il y a pas grand monde, je sais plus. Il y a quand même quelqu'un qui m'avait dit quelque chose genre un yaourt ou quoi. Je me dis bon, pourquoi pas, parce que c'était frais, etc. Mais la pizza, les frites, ça revient quand même assez souvent. Est-ce que tu as un parcours d'entraînement préféré? Alors, le parcours d'entraînement, c'est de partir de la maison et monter au-dessus, là. Et on a une petite bosse, un petit sommet qui s'appelle le Mont Baron. Je pense que j'y vais 4 ou 5 fois par semaine et qui change tous les jours. Voilà, et qui est enneigé, qui est froid, qui est boueux, qui est venteux. Et on a une belle vue sur le lac Léman, sur la Dandoche, sur le massif du Mont Blanc. C'est vraiment de jour comme de nuit, j'adore. Est-ce que du coup, le Mont Baron, c'est ton sommet préféré également? Ou est-ce que tu aurais une autre réponse à cette question? Alors, je crois que j'aurais une autre réponse quand même à cette question. Je suis très attaché aussi à là où est originaire ma compagne, Sigrid, là, qui est originaire de la Val-Louise. Et j'avoue que j'adore les écrins. Et donc, alors pas un sommet, mais un massif. Je suis vraiment très attaché à ce massif qui est authentique, qui est rugueux. Cassant, technique. Est-ce que ça veut dire que quand tu étais à Grenoble, tu allais plus dans Beldon que dans le Vercors pour courir, par exemple? Alors, j'ai malheureusement jamais vécu à Grenoble en étant un trailer. Voilà. Alors, j'ai eu une expérience trail avec mon frère Gatien en Beldon quand j'étais petit. Et on était tous les deux allés se balader vers la Croix de Beldon, la Lausière, je ne veux pas dire de bêtises. Non, la Lose. Voilà. Juste au-dessus des Doménons. Enfin, bref. Et on avait adoré le terrain et ce côté aventure. Après, clairement, je cours le plus régulièrement au-dessus de Autran, notamment à la Molière. Ça, c'est des spots sympas quand je suis dans la famille. Voilà. Un de tes frères, d'ailleurs, qui a bien dominé toutes les montagnes grenobloises, puisque c'est Gabriel qui a gagné l'UT4M cette année, si je dis pas de bêtises, l'intégrale. Exactement, ouais. Gabriel, exactement, qui court en trail. J'avais fait une petite blague en disant que la génétique, ça sert à rien dans le trail. La preuve, je crois que dans ta famille, tout le monde a globalement eu des performances vraiment sympas sur les sports d'endurance. Dans ta fratrie. C'est chouette de leur faire un petit clin d'œil parce que du coup, on est très éclectique, je dirais, dans le milieu de la course à pied. On a on a pris chacun nos virages et c'était pas parce que, il n'y avait pas histoire de, on s'y est mis de manière très différente en fait. Voilà, j'ai Gatien qui est très très fort et Ghislain qui sont très forts en demi-fond. Eux. Voilà, donc ils ont fait pas mal de 1500, 3000 steeples. Et là, ils ont des records canons, par exemple, sur 10 km. Alors, je crois que Gatien, c'est 28 et quelques. C'est hallucinant. Enfin, moi, ça me fait complètement halluciner. Et Ghislain, il doit s'en approcher des 29, 28, ou juste en dessous 29. Enfin, c'est hallucinant. Enfin, moi, ça me fait complètement halluciner, quoi. Je reviens aux questions qu'on avait. Mais ce clin d'œil à tes frères était vraiment le bienvenu. Est-ce que tu as un meilleur souvenir en trail? Si je t'en demande un seul, là, aujourd'hui.
dirais que alors meilleur souvenir, c'est les 2 arrivées, des 2 TDS, ouais, vraiment là, c'est ça, ouais, je pense que ça a dépassé tout le reste, en fait. Et je pense que c'est vraiment pour ça que je fais de la compétition, c'est pour vivre ces émotions. C'est d'une intensité rare. J'étais avec les personnes que j'aimais sur cette ligne d'arrivée, avec ma compagne, avec les gens de mon équipe. Et ouais, rien que de te le dire, tu vois, j'en ai un peu des frissons parce que c'est vraiment, ouais, moi, c'est ça qui me fait vibrer, quoi. C'est vraiment, c'est ces émotions qu'on retrouve nulle part ailleurs dans la vie, quoi. Pour avoir été là, c'était de très belles arrivées, je trouve, avec plein de monde autour de toi. C'était vraiment des beaux moments sportifs à voir. Ça fait chaud au cœur de voir ça. Enfin, ça donne envie de vivre la compétition également quand on voit ce genre de moments émotionnels. Je te demande le côté noir, le revers de la médaille. C'est quoi ton pire souvenir en trail? Et ben là, je vais peut-être décevoir tes auditeurs, mais en fait, j'en ai pas. Moi, je prends tout. En fait, même des moments pas chouettes où tu te fais mal. Moi, je prends tout. Vraiment, je prends tout. Et je suis venu à la compétition. Je suis revenu à la compétition après justement ma carrière de combiné avec ce leitmotiv. Et ça a été moi la condition pour que je refasse de la compétition. C'est en fait, tu prends tout ce qu'il y a à prendre et par contre, tu vas sur une compétition que si tu as envie d'y aller. Et pour l'instant, je suis jamais allé sur une compétition de force. Et personne, je pense, personne ne me forcera à aller sur une compétition. Sinon, je m'y présente pas. J'ai presque l'impression que ta réponse, ma question, elle était trop fermée. Ton pire souvenir, c'est pas forcément en trail, c'est peut-être ce que tu as vécu en compétition avant le trail où c'était un peu trop contraint et astreignant, et là, tu n'as pas pris plaisir. C'est ce qui semble sortir de ton discours. Ouais, je pense que j'ai été frustré, en tout cas, de pas m'exprimer peut-être comme j'aurais pu ou comme j'aurais dû. Et en fait, mais après, il n'y a que l'âge, je pense, qui permet aussi d'avoir ce point de vue. Je suis très heureux d'avoir eu ce parcours parce que c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être la personne que je suis et de penser comme ça. Mais je pense qu'on n'est pas capable à 18, 19 ans de penser comme aujourd'hui je l'ai. Enfin voilà, à 34, 35 ans, on est complètement différent. Par contre, j'aurais aimé être cette personne, j'aurais aimé penser comme ça, mais bon, il y a à 18, 19 ans, quand on fait du sport de haut niveau dans un petit sport et que c'est précaire, en fait, on n'a pas, enfin là, aujourd'hui, j'ai une sécurité d'emploi qui me fait que si ça se passe moins bien entre elles, je peux avoir un travail, j'ai une famille qui est merveilleuse, enfin voilà, donc j'ai pas aussi cette insécurité générale et voilà, donc non, je prends... Voilà, j'ai été frustré peut-être de ça, mais en tout cas, aujourd'hui, je prends tout ce qu'il y a à prendre, quoi. Est-ce que tu as un ou une athlète qui t'inspire particulièrement, quel que soit le sport? Moi, vraiment, j'ai beaucoup d'admiration pour les femmes qui font du trail et de l'ultra, enfin, vraiment du trail en général, parce que je pense que surtout celles qui ont des grossesses et qui voilà, se reconstruisent après et qui arrive à se redonner des objectifs, etc. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment très beau et on manque, je pense, de femmes dans ces sports. Elles sont sous-représentées et elles sont extrêmement fortes. Et voilà, moi, je pense qu'on a beaucoup à apprendre d'elles. C'est extrêmement intéressant ce que tu dis. Déjà, ça fait un clin d'œil à Marie, typiquement, mais pas qu'elle, puisque j'ai également reçu Marion Delépierre qui colle un peu à tout ça. Bref, il y a plusieurs exemples. Mais j'ai eu l'immense plaisir de participer un tout petit peu à une petite échelle à un bout de l'ouvrage Coucou des genoux dans le gif où on parle de ça. Et il y a plein de témoignages différents qui abordent ces sujets-là. Je trouve que c'est assez... Mais tu l'as très bien résumé là de suite. Je te remercie beaucoup, Gauthier, pour toutes ces réponses. Je te propose qu'on passe à un peu le cœur de moi, ce qui m'intéresse le plus à discuter, à savoir comment est-ce que tu t'entraînes, parce que tu t'entraînes souvent, beaucoup. En tout cas, si on regarde un petit peu ce que tu partages sur les réseaux sociaux, tu es souvent dehors en train de t'entraîner. La première question que je vais te poser dans cette partie, c'est comme tu travailles avec un coach, Adrien Séguret, on l'a dit, que j'ai eu le plaisir de recevoir plusieurs fois. Tous les auditeurs avec lui, ils sont en ligne et je l'ai vraiment reçu dans des contextes différents. C'était toujours cool d'écouter Adrien. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ta relation avec ton entraîneur? Est-ce que vous avez une relation où il te propose un programme très structuré, tu suis à la lettre? Est-ce que c'est des grandes lignes et tu as beaucoup d'autonomie? Comment est-ce que vous travaillez ensemble? Alors déjà... Adrien, moi, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a quelques années et j'ai mis plusieurs années avant de me rapprocher de lui au niveau vraiment de l'entraînement. C'est d'abord un copain avant d'être mon entraîneur. Voilà, et aujourd'hui, c'est mon entraîneur et c'est vraiment super.
L'idée générale de notre collaboration, c'est que moi, je lui donne pas toutes mes contraintes familiales. En fait, j'ai pas envie de trop de m'épancher là-dessus avec lui en lui disant, écoute, produis ce que toi tu penses par rapport à ce qui serait bon pour moi. Voilà, je lui dis, il connaît quand même globalement ma vie, il connaît, on détermine les grands objectifs de l'année, etc. Et il me fait une trame assez précise, hein, c'est-à-dire que par jour, j'ai des séances qu'il me propose sur des blogs généralement avec une visibilité à 3 ou 4 semaines. Donc en fait, j'ai une grande visibilité sur ce qu'il me donnerait, ce qu'il faudrait faire si vraiment, je veux que ça fonctionne pas trop mal. Et après, moi derrière, avec les contraintes familiales, j'essaye de m'adapter en fonction du temps que j'ai. Donc là, actuellement, j'en ai pas mal de temps. J'ai environ 3 heures le matin et 3 heures l'après-midi, voilà, sur les semaines scolaires, les lundis, mardis, jeudi, vendredi. Et puis après, sur les mercredis, samedis, dimanches, généralement, je me lève un petit peu tôt ou j'essaye de moins impacter possible la vie de famille. Enfin, pour moi, c'est vraiment central de préserver ça, mais on pourra en discuter après. Donc je prends ce plan et puis j'essaye de m'adapter en respectant au maximum les séances d'intensité. Et puis le volume, en gros, je le fais en faisant comme je peux, entre guillemets, avec le temps que j'ai, quoi. Voilà. C'était justement ma prochaine question. Comment est-ce que toi et Adrien vous approchez le volume ? Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que tu en mets beaucoup ? Est-ce que pas tant que ça ? Est-ce que tu as changé cette approche du volume ? À quoi ça ressemble généralement une semaine type ? Est-ce que tu sais d'ailleurs à quoi ça ressemble une semaine type pour toi en termes de volume ? Alors déjà sur le volume global annuel, je ne sais pas si c'est maintenant que tu veux cette information, mais en gros, les dernières années, c'est aller entre 2020 et 2024, je suis passé à peu près de 600 heures à 700 là pour l'année 2025. Mon bilan 2025, c'est à peu près 700 heures. Ce qui est pas... Enfin, pour tes auditeurs, je pense qu'ils vont se dire « Ah ouais, c'est pas mal ». Mais qui, pour un athlète de haut niveau en ultra-trail, est faible. Et c'est justement, moi, dans le rapport que j'ai avec mes partenaires, c'était vraiment le sujet sur lequel, moi, j'ai vraiment souhaité discuter. C'est quand vous investissez dans mon potentiel, en fait, c'est vraiment essayer de me donner du temps. Donc, c'est vraiment ça, ce sur quoi, vraiment, moi, je souhaitais agir. Et du coup, l'idée, donc c'est de légèrement faire augmenter ce volume global, voilà, de 700 heures à peu près. Et comment est-ce qu'on construit après le volume ? Globalement, il y a beaucoup d'EF d'endurance fondamentale. Dans mon entraînement, c'est au moins 80%, je dirais. Et puis après, il y a quelques séances de qualité. J'avoue que l'hiver, c'est plus des séances qui sont autour de la vitesse. Donc, je fais un peu de piste, un peu de fartlek, etc. C'est pas les séances qui me plaisent le plus, j'avoue, mais je commence à y prendre goût et puis je comprends. Avec Adrien, t'as pas le choix. J'ai pas le choix et à la fois, vraiment, je suis capable de lui dire ça, j'aime pas, je fais pas. Par exemple, la musculation, et peut-être que ça sera une de tes questions, donc mais voilà, c'est pas ce que je préfère, mais j'y prends goût quand on s'y met un petit peu. On sent quand même qu'il y a des choses du corps qui changent, etc. Donc c'est vraiment intéressant. Donc là, si je devais te dire, par exemple, sur le mois de janvier et février, là actuellement, on fait entre 1 à 3 séances d'intensité. Voilà, on a une séance de VMA, une séance de VMA ascensionnelle, et puis en gros une séance qui peut être de tempo, un peu roulant avec des montées-descentes. On fait croiser un petit peu les sports, mais pareil, si il pleut comme aujourd'hui, je vais pas aller faire du ski de rando, je vais plutôt aller courir. Enfin, moi je suis pas le bon élève qui va faire ses devoirs. Je m'adapte par rapport à ma vie familiale, je m'adapte par rapport à mon environnement, s'il neige, s'il pleut, s'il fait beau. Et du coup, tu as un peu répondu à la partie sur les intensités. Est-ce que la seule chose que j'ai pas comme info pour l'instant, c'est est-ce que c'est quelque chose que tu gardes tout au long de l'année, ça ? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu concentres en ce moment, par exemple, cette période un peu hivernale, et après, avec Adrien, tu lui demandes ou tu préfères le mettre de côté parce que t'aimes pas trop ça et c'est les beaux jours, quoi. Non, là, vraiment, l'intensité, on la garde sur quasiment toute l'année.
Voilà. Et après, il va y avoir des dominantes. C'est-à-dire que l'hiver, ça va être plutôt des dominantes vitesse, gagner de la vitesse. Donc, la vitesse à plat, la vitesse en montée. Puis après, on sera plus sur des seuils longs, etc. Mais je pense que c'est quelque chose, c'est une trame que beaucoup d'athlètes suivent. Et l'été, après, ça va aussi se transformer en séance de descente. Je fais beaucoup de travail excentrique. Et voilà, donc les intensités, on les fait varier. On fait varier aussi en fonction des échéances. Mais là, l'idée, c'est de faire l'hiver un travail de vitesse. Et puis après, tout au long de l'année, c'est plutôt après de faire du seuil et voilà, du travail en bosse un peu plus long. Ça veut dire que même en faisant de l'ultra, tu fais du fractionné. Exactement. Et de la VMA et de la piste, même quand la piste est gelée. Exactement, c'est ça. Voilà, c'est ça, exactement. En général, tu t'entraînes combien de fois par semaine ? Et là, en ce moment, je m'entraîne pas mal. Avant, c'était plutôt 5 ou 6. Et là, c'est plus 7 ou 10, puisque je double. Tu doubles régulièrement ? Exactement. Est-ce que tu as un jour off chaque semaine ou pas spécialement ? Pas spécialement. C'est-à-dire que ça peut, comme ça peut pas. Et en fait, j'avoue que mon plan d'entraînement, souvent, il en a un jour off. Mais des fois, je préfère, par exemple, si j'ai une séance de 5 heures d'endurance fondamentale, je vais la diviser en 3 plus 2. Et puis après, je fonctionne vraiment, moi, au plaisir. Donc, si le lundi, c'est repos, ou le dimanche, c'est repos, et qu'il fait beau, et que j'ai un petit peu de temps, je vais m'aérer. Le problème, c'est que de ce que tu dis depuis le début, tu as souvent un petit peu de temps en ce moment, le dimanche ou le lundi. Enfin, le lundi surtout. Oui, exactement. Après, je fais attention aussi à d'autres facteurs comme la fatigue, etc. Et puis la récupération, la surcompensation. Mais voilà, moi, je fonctionne beaucoup au plaisir et du coup... Et puis, si tu as besoin, tu sens qu'il faut que tu prennes un jour, donc tu le prends. Exactement. Il y a un truc que tu as dit il n'y a pas très longtemps sur les réseaux sociaux que j'ai noté. Tu disais que même en hiver, tu cours beaucoup. Contrairement à d'autres personnes qui coupent vraiment beaucoup la course à pied et qu'en font beaucoup moins. Tu pratiques du coup un peu de sport croisé, mais pas tant que ça. Tu gardes beaucoup de course à pied l'hiver. Comment est-ce que tu organises un petit peu ces sports ? Est-ce que tu veux croiser, mais tu as un espèce de volume croisé, ski, vélo, course à pied et tu te débrouilles ? Est-ce que ton volume de croisé, en fait, il bouge pas trop au fil de l'année ? Comment est-ce que tu approches un peu de ça ? En fait, j'ai une... il y a deux choses. La première, c'est que je veux vraiment maintenir un niveau haut de course à pied tout au long de l'année parce que j'ai été et je suis sujet à des toutes petites choses au niveau tendon, au niveau musculaire. Et du coup, je préfère vraiment garder ce volume à pied. Et puis moi, j'aime courir, en fait. Et du coup, j'ai pas cette baisse de motivation. Voilà, j'adore courir dans la neige. Vraiment, je sais qu'il y en a plein qui détestent, il y en a qui... Et moi, j'aime courir dans la neige, j'aime découvrir mon environnement. Je trouve que c'est la liberté absolue. Et il faut bien dire aussi que ces dernières années, moi j'adore le ski, mais les conditions sont pas toujours réunies à 5 minutes, là, dans la petite station d'à côté, ou sont pas toujours réunies pour que ça skie bien. Et moi, je n'ai pas envie de faire 1 heure de voiture pour aller chercher de la neige. Donc en fait, c'est vraiment moi ça qui va guider, c'est les conditions météorologiques et le fait que j'ai besoin de courir. Et je rajouterais aussi que le sport croisé, c'est bien. J'ai plus de temps, mais à la fois, rien n'est plus efficace que la course à pied quand on est coureur. Et c'est vrai que moi, j'aime garder de la course à pied parce que, en fait, c'est un sport qui est efficace et et on a une charge d'impact qui est, pour 1 heure de course à pied, ça équivaut à peu près, ça peut valoir 2 heures de vélo ou 2 heures de ski de rando. Et je préfère, me concentrer sur le temps que j'ai pour essayer de maximiser, la charge, on va dire. Moi, je suis d'accord avec ce que Gauthier vient de dire. Le sport croisé, c'est génial, mais il faut bien l'utiliser. Et si on veut performer à pied, il va falloir au moins à un moment passer du temps à pied. Et du coup, je crois que c'est le moment de vous parler de Compressport, partenaire de la saison 3 du podcast Courir Mieux. Compressport, c'est un acteur qui excelle dans le développement de matériel pensé soit pour le trail, soit pour la course à pied sur route, et dont les produits atteignent des hauts niveaux de qualité parce qu'ils s'appuient sur des données scientifiques et sur les exigences du terrain. Un article à l'image de cette polyvalence des pratiques, c'est les Under Control Short, dont toutes les déclinaisons, trail, run et triathlon, viennent d'être annoncées dans une nouvelle version. Dans la version trail, on retrouve une technologie que j'apprécie beaucoup, à savoir la compression ciblée au niveau des quadriceps, qui limite les vibrations musculaires, ce qui améliore le confort quand ces derniers sont soumis à de longues descentes. On retrouve aussi une ceinture avec un rangement, la construction sans couture et la respirabilité du textile qui font son ADN.
Si vous voulez découvrir les Under Control Short, le lien est disponible en description de l'épisode avec un code promo réservé aux auditeurs de Courir Mieux. Et maintenant, revenons à mon échange avec Gauthier. C'est marrant parce que ça me fait penser à quelque chose il n'y a pas très longtemps. Avec un ami, on avait parlé d'aller skier en ski de rando et on s'était dit, oh, c'est peut-être un peu dégueu. Au pire, on sortira les skis cailloux. Et moi, je me suis dit, si c'est du ski dégueu et qu'il faut les skis cailloux, moi, j'ai été skieur par le passé. Moi, je préfère aller faire un tour en VTT, en fait, parce que si je veux skier, j'aimerais bien que ce soit pas trop dégueulasse quand même. Ah bah, je te comprends. Enfin voilà, quitte à skier, autant skier pour Autant de que vrai. ce soit bon, ouais. Tu fais du vélo ? Je fais un peu de vélo. Puis en plus, voilà, plutôt l'été, j'ai un home trainer à la maison. Je l'utilisais les dernières années, quand j'avais moins de temps, du coup, voilà, tu couches les enfants, puis le soir, tu fais un petit coup de home trainer parce que dehors, c'est pas forcément évident. Mais là, du coup, cette année, il n'y a pas de raison de le sortir. Et par contre, oui, au beau jour, comme j'ai du temps, je pourrais sortir mon vélo. Et puis, j'ai la chance en plus d'avoir un partenaire, Scott, qui fait du trail, du vélo, du ski. Voilà, moi, j'ai tout le matériel adéquat pour m'entraîner, pour me faire plaisir. Donc, en plus, c'est un vrai plus, quoi. On va arriver sur le sujet qui fâche. Adrien Séguré est fan de muscu. Il en parle à chaque fois que je l'ai reçu, il a parlé de muscu, mais il n'y a pas un épisode où je l'ai reçu, il n'en parle pas. Je crois que même quand on a parlé nutrition, il a réussi à placer le mot muscu. Et toi, t'as dit que t'aimais pas trop la muscu. Comment vous faites ? Bon, alors, si Adrien écoute ce podcast, je lui conseille de couper le son, là. Voilà, de garder l'image, parce que... mais de couper le son. Non, ouais, vraiment, la muscu, c'est quelque chose qui... Non, voilà, je t'ai dit, moi, j'ai fait du sport de haut niveau, on en a mangé beaucoup, on en a fait beaucoup. Alors, je suis convaincu que je serais potentiellement un meilleur trailer avec de la muscu. Je pense aujourd'hui en travail de force, etc. Enfin, je me suis documenté, je sais que ça peut avoir un impact positif. Seulement, moi, la première salle de musculation, elle est à 35-40 minutes de route. De fait, c'est quelque chose déjà, moi, qui me donne pas spécialement envie. En plus, j'aime vraiment pas ça. Mais alors, quand je te dis vraiment pas ça, et comme je te l'ai dit, moi, je suis venu sur le trail, et parce que j'avais, en me disant, ce qui doit te guider, c'est vraiment que tu aies envie de faire ça, que tu prennes du plaisir. Alors, faire des intensités, je remercie Adri parce que c'est lui qui m'a remis le pied à l'étrier, c'est lui qui m'a redonné envie, redonné ce goût-là. Mais alors vraiment, la muscu, pour l'instant, c'est trop. J'ai essayé, mais franchement, aller dans mon garage, soulever des sacs de granulés, c'est bon, quoi. Il y a un moment donné, ça ressemblait à rien. Moi, j'avais l'impression de perdre mon temps. Alors peut-être que je le perdais pas, mais ça n'avait aucun sens. Je dis pas que j'y reviendrai pas un jour, peut-être, mais en tout cas, ouais, actuellement, il y a pas mal d'autres choses à faire, à améliorer, voilà, pour que... Et donc, il m'en avait mis cette année, là, il m'avait fait une belle programmation, tout ça, avec des petites vidéos pour expliquer, tout ça. Puis je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, bon, écoute, Adri, ça fait 3 semaines que je fais pas tes séances de musculation. Est-ce qu'on arrête voilà, ça? Et puis voilà, on en a convenu que c'était pas le bon moment. Très clair. Adrien, tu peux remettre le son. Est-ce que, de manière générale, dans l'année, je pense, en plus j'y pense, c'est une collègue de team à toi, ou en tout cas était, parce que si je dis pas de bêtises, elle a arrêté sa carrière aujourd'hui. Anise Rousset, il me semble qu'elle a officiellement clôturé, même si elle continue à courir et à mettre un ou deux dossards de temps en temps. Elle disait qu'elle avait vraiment besoin de grandes décharges dans l'année, de périodes où elle coupe complet avec la course à pied pour plus trop y penser, y revenir. Est-ce que c'est quelque chose, une vision que tu partages toi aussi, par exemple ? Est-ce que tu as des périodes de l'année où tu coupes vraiment complètement la course à pied et stop ? J'ai cru voir dans ton Strava un gros trou à un moment donné quand j'ai regardé tout à l'heure, mais est-ce que c'est toi qui as coupé ? Non, en fait, sur Strava, je publie pas tout. J'essaye de publier des choses un petit peu que je pense que les personnes qui me suivent sur les réseaux peuvent s'approprier des séances un peu particulières ou alors des endroits où j'aime aller, tout ça. Mais non, je mets pas tout sur Strava, d'où le fait que voilà, on pense que j'ai des perte de coupure. Moi, non, je suis pas un adepte de la coupure. Voilà. Par contre, je vais vraiment différencier au niveau de l'intention de l'entraînement certaines périodes. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où je fais de l'entraînement avec vraiment une intention de vouloir créer beaucoup d'adaptation, donc de charger
pas mal. Et il y a d'autres périodes qui sont plus sport-plaisir et où là, par contre, en termes de plan d'entraînement, Adri, c'est complètement free. Il y a, même des fois, il n'y a rien. Et, on se dit, bah voilà, là, pendant 3-4 semaines, tu fais ta popote, tu fais ce que tu veux. Et là, dans ces cas-là, c'est pas, c'est une notion qui est autre. Moi, je vais faire mes petits trucs en montagne. Je prends ma voile de parapente. Je vais avec ma compagne. Il y a pas cette notion d'entraînement. Pour autant, moi, c'est vraiment un besoin. Je te l'ai déjà dit par rapport à la course à pied, pourquoi je coupe pas, etc. Et voilà, de garder ce niveau d'activité, j'aime ça. Et c'est pas, je me fais pas enfermer dans l'activité. C'est pas vraiment que j'en ai besoin sur le plan physiologique. C'est plus que moi, je suis bien dans la montagne. J'aime aller découvrir. Et par contre, des fois, là, j'utilise d'autres moyens où je vais plus lentement. En tout cas, moi, j'avais pas de doute sur les peut-être notions d'addiction que tu évoquais légèrement en filigrane, j'ai l'impression. Mais je comprends tout à fait ta réponse. Ça fait du bien d'être dehors. Il y a beaucoup de trailers de trailers ou de pratiquants de montagne au sens large, hein, même de gens qui randonnent ou quoi, qui disent juste j'aime bien être dehors et c'est tout. Est-ce que tu as déjà fait ou va faire de la préparation mentale? Alors non, j'ai jamais fait et je pense que je ferai pas de préparation mentale. Voilà, c'est pas un besoin. Mais par contre, c'est quelque chose. Le mental, l'aspect mental, c'est quelque chose que je sens comme fondamental. Par contre, alors je sais pas si tu comprends, si tu vas comprendre tout à fait. J'espère que ça sera clair pour tes auditeurs en tout cas. Que nous en ultra trail, moi j'ai compris, j'avais entendu et puis j'avais cru comprendre en faisant mes premières courses d'ultra que tu cours 50% avec les jambes, 50% avec la tête. J'avais cru comprendre qu'en fait au milieu de la course, t'étais tellement cramé qu'il fallait après qu'avec ta tête que t'avances, que tu mettes pied après pied, etc. Et là en fait je me rends compte que c'est peut-être encore un peu plus fin que ça. Et du coup, j'ai trouvé notamment l'an dernier pas mal de ressources personnelles, mais j'y travaille, mais de manière personnelle. Hein. C'est sur comment est-ce que tu arrives à apprécier, tu vois, les moments difficiles, comment est-ce que tu arrives à te relever de moments difficiles pendant ta course, etc. Et en fait, ça m'intéresse. C'est quelque chose que... Et quand je te dis, j'ai rien à laisser quand ça se passe pas bien, ou quand... c'est qu'en fait, je m'en nourris. C'est vraiment, c'est devenu une force. Et du coup, mentalement, j'ai beaucoup appris et je continue à apprendre de ces moments et du coup, je fais de la compétition aussi pour ça, quoi. T'arrives à les garder en mémoire? Alors, les ressources, ouais, j'arrive à... Je parlais des moments difficiles, mais les ressources aussi, excuse-moi. Ouais, non, les moments difficiles et les ressources après qu'il m'a fallu, ouais, carrément, j'arrive à les garder en mémoire. Et moi, toute mon expérience de trailer, elle a été construite sur le fait que j'anticipe pas les choses. J'anticipe rien, donc je te disais, au niveau ravitaillement, c'était une catastrophe. Donc en fait, j'ai vécu, je pense, ce que vivent la plupart des gens dans le peloton, c'est-à-dire j'ai fait toutes alors hypo c'est gentil, mais j'ai fait hypoglycémie, hyponatrémie, t'as plus de gel dans ton sac, t'as plus d'eau, donc tu vas prendre de l'eau dans des abreuvoirs. J'ai tout fait, je pense, qui est possible. Je suis parti trop vite. Je suis parti, j'avais oublié mon short. J'avais oublié ma veste. J'ai tout fait. Non, j'ai pas tout fait. J'ai fait pas mal de choses. Il m'en reste encore certainement à faire. Mais mine de rien, en fait, de manière empirique, t'apprends. Et des fois, on dit que la théorie, c'est bien, mais des fois, le pratiquer, c'est pas mal non plus. Alors, hyponatrémie, en vrai, c'est pas ça, c'est pas rigolo. Et en vrai, moi, je savais pas qu'il fallait prendre des pastilles de sel, etc. J'étais complètement ignare là-dessus. Donc non, ça, c'est vraiment pas rigolo. Mais par contre, je pense que tu vois cette expérience et du coup... en fait, je me construis au fur et à mesure de mes expériences. Voilà, c'est ça. Donc je garde en mémoire. Tu vois, j'essaie de pas reproduire. Mais en tout cas, c'est marrant parce que ce que tu viens de dire, j'ai l'impression que même des athlètes que j'entraîne moi, dans les quelques-uns que je coach, on a beau discuter, il faut pas partir trop vite, etc. Il y a quand même très souvent une fois où ça arrive et tant qu'ils l'ont pas vécu, ah ouais, c'était ça trop vite. Ou même moi, je me l'étais répété 20 fois avant l'échappée belle 2024, mais non, on va pas trop vite sur un ultra.
Et je suis allé trop vite et j'ai abandonné. Et il y a un moment, il faut le vivre, je crois. Non, c'est sûr. Ah non, mais c'est certain. Mais tu vois, c'est tout bête. Mais même moi, les premiers ravitaillements, championnat de France par exemple, je fais deuxième à Méribel en 2018. Au dernier ravitaillement, j'ai du brownie, quoi. Enfin, tu vois, le délire. Enfin, c'est-à-dire que tu manges ton brownie et en fait, t'arrives pas à l'évaler parce que t'as plus de salive. Donc en fait, tu le recraches au bout de 500 mètres et en fait, t'as pas de sucre. Donc en fait, t'es complètement collé dans la dernière montée. Enfin, tu vois, c'est de l'inexpérience. Pareil, j'ai mangé des cakes salés ou des tucs. Enfin voilà, mais c'est en fait, c'est d'une bêtise absolue. Tu te dis, mais là, plus jamais. Tu vois, le brownie, plus jamais, tu vois, et c'est marrant, quoi. Enfin, c'est vraiment, moi, c'est comme ça que je me construis et il n'y a pas d'anticipation. Enfin, j'ai besoin de pas anticiper pour vivre l'aventure, quoi. Tu vois, j'ai un peu l'impression que c'est ça, quoi. Je raconterai dans la partie patron, faudra me le faire rappeler, je raconterai une mini-anecdote que j'ai dans le genre qui te fera peut-être sourire, mais je la garde pour la partie Patreon. Trop bien. Est-ce que tu utilises, tout à l'heure, tu l'as mentionné en filigrane, parce que tu connais trop bien les questions que je pose à mes auditeurs. Tu as parlé à mes invités, excuse-moi. Tu as parlé de suivre de la forme, récupération, etc. Est-ce qu'avec Adrien, vous utilisez quelque chose? Je sais qu'Adrien, il aime bien le Hooper, le questionnaire Hooper. Est-ce que toi, tu l'utilises, par exemple, également, ou est-ce que tu fais différemment? Alors, donc, c'est l'échelle de 1 à 10, tout ça. En fait, ça va... Alors, c'est absolument pas prétentieux. Peut-être ça va être compris comme ça, mais alors pas du tout. Non. Mais en fait, je la remplis parce qu'en fait, sinon, tu peux pas valider on utilise PlaySharp, là, comme... voilà, donc tu peux pas valider si tu le... Mais en fait, c'est pas quelque chose que je m'approprie parce que j'estime que... vraiment, quand je vais avoir un pépin, une fatigue latente ou quelque chose vraiment de pas bon, je vais appeler Adrien. Et sinon, en fait, j'ai l'impression que j'ai pas besoin, en fait, tu vois, sur chaque journée, de dire mon état de forme. En fait, j'aime pas le principe que à la fin de chaque séance, tu dois dire si ça va bien ou si ça va pas bien ou si c'était dur ou c'est... Moi, j'ai l'impression que c'est normal que il y a certaines séances qui se passent bien, d'autres qui se passent pas bien, mais à la fois ça s'explique parce que voilà, t'as pas bien dormi et en fait, moi, mon plan, il est fait sur 4 semaines. Et vraiment, tu vois, je préfère passer, 5-6 jours où vraiment ça se dégrade pour commencer à dire, ouais, ok, ça va pas. Plutôt que, tu vois, chaque jour, dire, ouais, là, ça va pas. Alors que le lendemain, ça se trouve, en fait, non, c'est juste que t'as pas dormi ou juste que t'étais pas réveillé ou juste que... Voilà, donc, alors, super intéressant, je pense, pour la plupart des athlètes et des athlètes, tu vois, qui ont besoin d'avoir justement cette connexion rapide avec leur entraîneur. Mais moi, j'ai l'impression que avec en gros, enfin entre guillemets, avec le background que j'ai, que j'aime, tu vois, plutôt faire ce retour de manière un peu différée et j'aime surtout interpréter moi-même mes réactions et ne pas surinterpréter, tu vois. Voilà, du coup, ça va paraître super prétentieux, mais du coup, je l'utilise pas et pour autant, voilà, sur un temps plus long, voilà, il y a quand même un retour qui peut être fait. Le Hooper, c'est quand même un questionnaire hebdomadaire. Je pense que toi, tu penses à l'évaluation de la séance elle-même. Est-ce que ça a été ou pas? Du coup, moi, je fais pas le Hooper. Mais les deux cols, en fait, tu peux utiliser les deux. C'est deux façons différentes d'approcher les choses. Ok, alors du coup, on parle pas du tout du Hooper. C'est vraiment du... c'est un questionnaire hebdomadaire que Adrien disait utiliser avec certains athlètes, mais pas tous. Non, du coup, pas tous. Pas avec les cassos. Non, c'est ça. Peut-être avec juste les débutants, en fait. Et pas avec les athlètes expérimentés qui se connaissent super bien. Tu disais qu'avec les débutants, non, pas avec les... Est-ce que tu as une alimentation particulière, un régime alimentaire particulier? Est-ce que tu surveilles vachement bien ce que tu manges ou t'es à l'arrache? Brownie, cacahuètes? Non, en fait, ma compagne était elle aussi sportive de niveau. Du coup, on a une alimentation qui est, je dirais, très saine. Par contre, pas calculée. C'est-à-dire qu'on va pas tout compter, le grammage de trucs et de machins. Voilà, donc c'est une alimentation qui est vraiment à base on cuisine. C'est des légumes, c'est des glucides, c'est des protéines pas trop animales. Voilà, je suis pas végétarien, on n'est pas végétarien, mais par contre, voilà, on consomme pas trop de viande. Et par contre, j'ai eu des petits pépins de santé il y a quelques années, quelques mois, qui en fait m'obligent en fait à avoir des restrictions alimentaires. Et je fais notamment, je pense, c'est carrément en lien avec ma pratique. Je fais des calculs d'oxalates, donc je peux pas manger d'aliments riches en oxalates. Ça me fait des petits calculs au niveau de la vessie. C'est quoi un aliment riche en oxalates, par exemple? Alors, par exemple, c'est haricots verts, les lentilles. En vrai, c'est
assez problématique des épinards que j'adore et qu'on a dans le jardin, etc. C'est hyper pénible. Mais pendant en tout cas les périodes d'entraînement intense, quand on a beaucoup de sudation et que ça a tendance, qu'on peut se déshydrater, moi, le problème c'est que je fais vite ces calculs-là et j'ai un deuxième petit pépin et je pense que j'en parle, j'en parle volontairement parce que je pense que ça peut vraiment éclairer certains de tes auditeurs, parce qu'on a mis longtemps avant de mettre le doigt dessus. Je ne sais pas si tu connais ce champignon qui s'appelle le candida, qui crée les candidoses. Oh, candidose, oui. Voilà, en fait, dans mes intestins, j'ai chopé ce champignon il y a quelques années, voilà, suite en fait à un problème de santé. J'ai dû faire 2 prises d'antibiotiques. Et en fait, quand on prend des antibiotiques, derrière, la flore intestinale, elle se recrée de manière un peu anarchique et c'est le premier arrivé qui s'installe. On peut prendre des probiotiques, mais globalement, là, c'était des antibiotiques assez forts. Et du coup, moi, j'ai ce champignon qui est venu s'incruster. Et le gros problème, c'est que c'est très difficile de s'en séparer. Et du coup, il faut avoir une alimentation qui est faible en sucre ultra rapide tout de suite, c'est-à-dire que et tout ce qui est aliments fermentés. Donc, par exemple, typiquement la bière, c'est une catastrophe. Voilà, donc voilà aussi, je m'adapte à ce truc. Il existe je crois, des traitements, mais c'est pas hyper simple et si j'en parle, c'est parce que moi c'est un médecin que tu connais certainement, qui est sur la région d'Annecy, Samuel, exactement, qui en fait m'a fait faire des analyses, des micro-analyses. Alors on a rempli je sais pas combien de tubes sanguin là et du coup on a pu mettre en évidence cette présence de champignons et du coup moi sinon ma carrière était finie, vraiment ça aurait été vraiment très très compliqué quoi. Alors c'est super intéressant ce que tu dis là. Déjà les 2 épisodes précédents pour les auditeurs, ils sont sur le microbiote intestinal des athlètes. Alors on n'a pas exactement abordé ce sujet-là, mais on a quand même parlé au sens large de comment essayer de le préserver, même si c'est quand même un cas particulier que tu dis là, c'est une pathologie particulière, mais il y a ça. La question que je me posais avec ce que tu viens de dire, c'est est-ce que du coup tu arrives les aliments à sucre qui sont très rapides, dans le quotidien on peut facilement les éviter, c'est même généralement recommandé de les éviter. À l'effort, c'est compliqué de les éviter. Est-ce que tu arrives quand même à t'alimenter comme tu le souhaites à l'effort ? Oui. Alors en fait, justement, grâce à Samuel, on a mis en place un protocole justement qui permet justement de limiter. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un champignon qui, lorsqu'il reçoit du sucre, il va s'en gaver. Ouais. Et en fait, il va complètement lessiver les intestins, quoi. Donc en fait, la perméabilité des intestins est quasiment nulle. Et du coup, en fait, tu arrives à choper aucun nutriment ni source d'énergie. Enfin, t'arrives plus à choper le sucre, quoi. Et du coup, ce que je fais, c'est que je fais de temps en temps des cures de probiotiques. Voilà, donc c'est une souche très particulière. Et du coup, je fais cette cure de probiotiques qui va remplacer le candida dans le microbiote et qui du coup, lui, me permet de vivre mon expérience sportive normalement. Parce qu'après, une fois qu'il n'est pas là, j'arrive à choper, même si il y a quand même des conséquences qui peuvent être irréversibles, tu sais, sur les microvidosités. Je crois qu'au bout d'un moment, ça peut quand même bien limer les intestins, quoi. Okay. Super intéressant. Ça me donne même envie de faire un épisode avec Samuel sur ce point spécifique, parce que c'est pas lui que j'ai reçu. Et voilà, et puis pas faire tout l'épisode là-dessus, mais il y a beaucoup d'athlètes, et Samuel, justement, il est très, très fort là-dessus parce qu'il a une expérience incroyable dans les sports d'endurance. Et il m'avait dit que dans le cyclisme, c'était très répandu. Et dans le sport en général, c'est très répandu. Et en fait, on le met comme ça arrive au bout de 7 à 10 heures, les difficultés qu'on a avec avec cette problématique, en fait, au bout d'un moment, après, vous avez des problèmes gastriques, incroyables, quoi. Et en fait, il y a dans très peu de moments, et on peut pas le travailler, on peut pas s'en rendre compte à l'entraînement. Et puis quelqu'un de sédentaire qui a ça, ou quelqu'un même qui fait du sport de haut niveau, qui fait du cours, en fait, il s'en rend jamais compte, quoi. Et la cause identifiée avec Samuel, ils avaient dit, c'est plutôt dans ta jeunesse ou un moment dans ta vie, un traitement avec des antibiotiques qui ont été très forts, qui eux ont abîmé ton microbiote, c'est ça ? La probabilité la plus forte, c'est ça, c'est qu'en fait, j'ai eu un double traitement antibiotique qui se sont chevauchés.
et voilà. Et après, juste après, il y a eu un changement à l'effort parce que j'avais fait des ultras avant et j'ai fait un ultra après, et j'ai fait un UTMB après, où j'ai été incapable de. Enfin voilà, ça a été une catastrophe au niveau intestinal. Après, on a fait des analyses, on a vu qu'il y avait ce truc, donc ça aurait été impossible que ça passe. Avant, j'aurais pas pu faire un ultra avec la manière dont j'avais à m'alimenter et sans prendre de probiotiques, sans que j'ai d'effets indésirables. Voilà. C'est marrant parce que mes invités avaient souligné comme l'effet des antibiotiques qu'on peut prendre dans notre vie sur le microbiote intestinal. Et j'avais cité l'incroyable série documentaire, le podcast qui vient de sortir sur le microbiote, et il parle au sens plus large de notre société qui a eu une tendance, moins maintenant, mais il y a quelques années, à vraiment mettre de l'antibiotique partout. Et du coup, qui a des conséquences sur le microbiote dont on se rend compte maintenant. Ça, en filigrane, c'est peut-être un peu lié à ce que tu décris. Dernière question de cette partie sur l'entraînement. J'ai déjà la réponse, c'est embêtant. Quelle est la place des data dans ton approche ? Est-ce que ça t'intéresse ? Ta fréquence cardiaque, ton volume, tes allures, etc. Ou est-ce que tu t'en moques complètement ? Et la sensation, c'est tout ce qui compte. Alors, je vais répondre en 2 temps. Ouais. Je pense la première, c'est non, ça ne m'intéresse pas trop. En tout cas, j'y attache pas une importance. C'est pas ce qui me pousse à aller dehors. Et tant mieux si certaines personnes utilisent la data pour se motiver, etc., pour se dire allez, je vais me faire une séance avec cette allure-là, etc. Moi, en soi, c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Voilà. Moi, ce que j'aime, c'est être dehors, c'est parcourir un sentier, c'est sentir mon corps, c'est ça. Donc, clairement, moi, ce qui va m'intéresser au niveau de l'allure, c'est sentir ce qui se passe à une allure donnée, ou alors si je dois faire des intensités, c'est essayer. Et après, je regarde par contre les datas. Et donc, oui, ça m'intéresse parce que après, en feedback, j'aime bien voir quand même, tu vois, ce qui se passe. Est-ce que ce que j'ai ressenti, c'est corrélé avec ce qui s'est réellement passé, etc. Et oui, je regarde la fréquence cardiaque. Après, il y a pas mal d'autres choses qui m'intéressent dans les datas, tu vois, même sur tout ce qui va être suivi. Alors, je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas, mais tu vois, suivi de VFC, suivi de sommeil. Je trouve que c'est quand même intéressant. Et alors, si je les regarde pas tous les jours et si j'en fais pas une montagne, que je suis désespéré quand ma VFC est basse ou quand j'ai mal dormi, et par contre, je trouve que c'est des bons indicateurs sur ok, est-ce qu'aujourd'hui t'es prêt quand même à t'entraîner, ou alors est-ce que ça va être peut-être un peu plus dur parce que potentiellement il y a des choses, il y a des données qui sont un peu échouées, quoi. Et tu prends un petit gel en plus pendant l'échauffement parce que ta VFC était un poil plus basse, donc tu dis bon allez, un petit gel, ça va aider. C'est ça, un peu de caféine, un peu de gel. C'est ça. C'est marrant ce que tu viens de dire, parce que c'est quand même souvent le message que j'essaie de transmettre à des personnes que j'entraîne ou quoi. C'est les datas, elles sont intéressantes, mais après, je trouve, pendant ta séance, typiquement, tu fais un fractionné, tu regardes pas ta fréquence cardiaque ou tes allures quand tu fais un fractionné. En tout cas, moi, c'est ma vision. Tu te poses la question, est-ce que je suis vraiment à fond ou pas ? C'était comme ça, tu peux plus parler. Ouais, et par contre, après, c'est cool de se dire, c'était quoi mes sensations ? Parce que j'y ai pensé pendant. Ah mon allure, c'est ça. Ah ma fréquence cardiaque, c'est ça, ok. Ouais, j'aurais pu en mettre un peu plus. Tu vois, j'aime bien me poser des questions, mais a posteriori, c'est exactement ce que tu viens de dire, et j'aime bien cette approche quand même. Je la trouve peut-être plus sympa quand t'es dans ton fractionné, t'as peut-être pas envie de regarder, ou dans ta sortie longue, t'as peut-être pas envie de regarder tout le temps. Non, c'est sûr. Après, c'est vrai que les datas, quand même, nous enseignent pas mal de choses. Enfin, voilà, sur quels sont nos seuils. Enfin, on sait qu'aujourd'hui, notamment en ultra, où on doit avoir quand même, on doit faire des courses de gestion, ça peut aider, hein, vraiment. Enfin, il y a un vrai sujet là-dessus. On voit que d'ailleurs, il y a des recherches qui sont très poussées que sur par exemple avec un Joseph Mestralet. Voilà, il y a plein de choses intéressantes. Maintenant, moi, c'est pas tellement ma personnalité non plus. Et encore une fois, moi, je suis pas venu dans le trail avec cette vision-là, et je crois que ça serait pas moi, en fait, tout simplement. Je comprends tout à fait. Merci beaucoup pour ces réponses. J'aimerais qu'on parle un peu de ton parcours depuis le MMB 2024, en tout cas avec ces deux énormes monuments. MMB 2024, TDS 2025, excuse-moi, et TDS 2025. Ma première question, c'était est-ce que tu as remarqué que tes résultats étaient dans une espèce de montée en puissance progressive depuis des années ? On en a parlé plus tôt, donc je te la repose pas. Moi, ce que j'ai noté sur ton MMB 2025, ton marathon 90 du Mont Blanc 2025, c'est que tu as eu une course, et tu avais dit qu'on en parlerait. Tu as eu une course avec une prudence assez marquée. J'ai noté que tu as été entre la 14e et la 10e place jusqu'au Châtelard.
ce qui quand même représentait un bon 2/3 de course. Ouais, un bon 2/3 de course, on va dire. Puis, tu as remonté progressivement, 4e place, 3e place, presque 3e place. Est-ce que c'était un pacing qui a été voulu? Est-ce que c'est lié à ce que tu nous as dit avant, que tu en avais gardé? À la fin, tu avais de la forme. Il y a une énorme descente à la fin et c'est là où tu as repris tout le monde. Comment ça s'est passé, en fait, cette espèce de remontée sur le marathon du Mont-Blanc? En fait, je pense que ce qu'il faut analyser, tu vois, alors les places sont intéressantes, mais tu vois, c'est aussi les temps, les écarts qu'il y a avec la tête. Et je crois que à Émosson, j'ai un quart d'heure ou quelque chose comme ça de retard, donc ce qui est beaucoup, ce qui peut paraître beaucoup, mais moi, dans mes plans de pacing, avec ce qu'on s'était dit à peu près avec Adrien, en gros, je dois avoir 10 minutes d'avance, quoi. Et ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, le trail que je pratiquais, que j'ai pratiqué avant 2025 et celui que je pratique à partir de 2025, c'est plus le même. C'est-à-dire que je pense avoir progressé, mais je pense que l'ensemble du peloton a progressé. Il y a des stratégies de course qui sont de plus en plus agressives aussi. On voit que ça saute dans tous les sens, mais il y en a quand même qui tiennent au bout. Donc vraiment, je pense que le niveau est fou. Et du coup, la densité est folle. Et donc, il y a aussi beaucoup d'explosions. Mais moi, je pars vite. Enfin, ça paraît incroyable de dire ça, mais moi, par rapport à mes capacités, par rapport à ce que je suis en tant que trailer, à ce que je suis capable de produire, je suis parti dans un bon rythme. Et d'ailleurs, je suis dans un groupe qui est super intéressant, parce qu'il y a Ramon Manège qui doit finir juste derrière moi, 5. Je suis avec notre boulanger des Deux Alpes, Yannick Noël, excuse-moi Yannick, qui est adorable d'ailleurs, avec qui on a bien échangé, c'était vraiment un super moment. Mais donc moi, je suis avec les gens avec qui j'ai envie d'être et je suis dans un groupe en fait qui me correspond. C'est juste que devant, ça va hyper vite et ils arrivent à partir à des vitesses qui sont folles. Parce que t'étais pas sur le marathon, sur le 90 du Mont-Blanc, t'étais pas dans le premier train où il y avait Simon Gosselin, etc. T'étais juste derrière, c'est ça? Voilà, exactement. Moi, je suis dans le deuxième train et pas très loin. Non, c'est pas très loin, mais quand même 15 minutes, c'est quand même. Alors, pour moi, c'était pas loin parce que je m'étais dit que de toute façon, c'était avec ce pacing-là que je voulais arriver à Émosson au Châtelard. Et après, en fait, après, tu gères avec ce qu'il te reste. Et donc, moi, ma jauge, elle était moyenne, on va dire, au Châtelard. Et en fait, j'arrive à être dans une bonne dynamique, notamment avec Ramon Manège. Là, on fait une super belle montée jusqu'à Balme. Je veux pas dire de bêtises, mais enfin, c'est pas Balme, mais c'est au-dessus. Voilà, après, on bascule sur Argentière. Du côté de la Flégère, par là-bas, là. Et donc voilà. Et donc, ça... En fait, c'est pas des plans de pacing qui sont lents avec des grosses remontées. En fait, c'est plutôt que moi, je suis dans mon effort, je veux pas dire dans ma bulle parce que je m'aide quand même. Enfin, moi, c'est essentiel pour moi d'être avec d'autres personnes, d'échanger, de partager aussi des moments, etc. Mais par contre, j'ai l'impression quand même d'être en fait à mon niveau et à ma place à ce moment-là. Et après, en fait, les autres qui sont devant, je les regarde pas, quoi. Et puis je me dis de toute façon, un quart d'heure à Émosson, potentiellement, je les reverrai pas. Enfin, ça va être quand même compliqué, quoi. Et au final, les dynamiques de course font que t'arrives pas à trop exploser à 20-25 km de l'arrivée, t'as plutôt des bonnes jambes, t'es dans une bonne dynamique, mentalement ça va, t'es prêt à te faire mal. Il y a une grosse descente pour toi. Et voilà, et puis après t'arrives justement, là tu fais tout ce balcon de Montanvert, tout ça, t'as une grosse descente, et puis les jambes répondent, tu débranches un peu le cerveau, et tu vas à bloc, quoi. Moitié pacing voulu. Beaucoup pacing voulu quand même, j'ai l'impression. Quand même. Dans ma question, c'était pacing voulu au hasard, ça semble quand même beaucoup pacing voulu. Non, mais pacing voulu. Jusqu'aux 2/3 de la course, c'est carrément pacing voulu. Et puis après, c'est là où je pense commencer à comprendre, tu vois, la moitié de la course ou les 2/3 de la course qui se court avec les jambes et la deuxième avec la tête, c'est qu'en fait, après, tout le monde est dans le même état, tout le monde est explosé, mais sauf qu'on arrive, tu vois, en fonction de son pacing, on arrive avec des jauges qui sont des fois légèrement différentes. Et en fait, après, c'est un peu sauf qui peut. Et vas-y, essaye de te gérer, quoi. Mais il n'y a pas de... Voilà, c'est contrôlé jusqu'à la mi-course. Et puis après, c'est plutôt de l'instinct, quoi. T'arrives quelques mois avant ton arrivée à la TDS 2025. Tu l'avais déjà vu, cet endroit, parce qu'en 2024, on l'a dit, t'étais déjà passé par là. Qu'est-ce qui avait fait que pour la TDS 2025, tu t'étais dit, j'y retourne? Qu'est-ce qui t'a donné envie de retourner sur cette TDS 2025? Est-ce que c'est
ce que tu as vécu en 2024. Et la deuxième question qui va là-dedans, c'est quelle est la place du marathon de ce 90 du Mont Blanc dans cette prépa? Est-ce que c'était un objectif à part entière? Est-ce que c'était vraiment un objectif, je travaille autour de Chamonix et ça me prépare à la TDS 2025? Donc pourquoi t'es retourné à la TDS et quelle était la place du marathon du Mont Blanc par rapport à cette TDS? Alors, revenir à la TDS, c'était que je voulais essayer de progresser sur un ultra que je connaissais. Voilà, j'avais déjà fait 5e, il me semble, ou 6e en 2022, je ne vais pas dire de bêtises, de 2000 ou 2021. Voilà. J'ai eu cette expérience en 2024 qui était exceptionnelle. Vraiment, c'était un super moment. Mais j'avais l'intime conviction que je pouvais essayer de faire mieux et de faire un ultra un peu plus abouti. Et je voulais partir, pas d'une feuille blanche. Je voulais essayer de me dire, ok, sur cette section-là, tu vas essayer d'optimiser un petit peu. Sur cette section-là, tu vois, j'aimerais avoir ces sensations. Alors, bien sûr, ça s'est avéré complètement dit. Voilà, c'est ça. Et puis avec des scénarios qui étaient géniaux dans les deux cas, mais voilà, qui m'ont offert des belles émotions. Mais voilà, l'idée c'était de faire de faire mieux, de me servir de 2024 pour faire mieux en 2025. Ça, c'était vraiment le projet. Et après, pourquoi est-ce que j'ai construit ma saison avec le marathon du Mont Blanc et la TDS? Déjà, c'est pas loin de la maison. Voilà. Alors en 2025, je voulais faire que des courses. Quasiment que des courses en Haute-Savoie. Donc j'ai fait un 30 km et tout dans la table de 3. 30 km à Annecy, Montbray. Non, je rigole pour la table de 3. Après, j'avais fait 60 maxi race. Après, j'avais fait 90 du Mont Blanc et 150 de la TDS. Du coup, je trouvais ça assez logique, ce côté 30, 60, 90, 150. Sur des terrains qui sont un peu équivalents, avec des choses à faire qui étaient qui pouvaient se valoir et à la fois des ambiances de folie. Chamonix, c'est extraordinaire en fait. C'est juste le rêve quoi d'arriver là-bas. Donc c'était un peu ce mélange de tout ça. Et du coup, qu'est-ce que tu as changé? T'en as parlé un petit peu, mais qu'est-ce que tu as changé entre 2024 et 2025 pour revenir plus fort, grappiller une place? Mais surtout grappiller du chrono, si je dis pas de bêtises, t'as quand même un chrono Alors, il y a quand même quelque chose qui est difficile à comparer, c'est qu'en 2024, vous avez eu des conditions qui étaient vraiment violentes de mémoire, surtout sur le début de course, qui peut-être peut faire que les chronos sont difficiles à comparer. Moi, j'étais passé un peu au travers des orages. C'était, donc les conditions, franchement, se valaient à peu près 2024-2025. C'était pas tout à fait le même parcours, parce qu'en 2025, le parcours, je pense, est un peu plus rapide que 2024, 25 plus rapide que 24 en soi. Mais par contre, j'ai dû mettre 20 heures et quelques pour 2024, pour 18h30. Mais il n'y a pas un delta d'une heure et demie. Vraiment, c'est allé très vite. L'édition 2025 est allée vraiment très vite, quoi. Moi, je suis tiré par Antoine. Voilà, tiré par Antoine. On parlait de deux Antoine, mais surtout par Antoine Thiria. Voilà, Thiria, ouais, c'est ça, mon collègue de team. Qui, pendant en tout cas un bon moment de course, a quand même mené le jeu, quoi. Exactement. Et puis moi, je suis passé 15 minutes plutôt que mon plan de pacing à Bourg-Saint-Maurice, avec des chronos, où là, il n'y avait aucun changement au niveau du parcours. Sur toutes les sections qui sont équivalentes, j'ai explosé mes temps par rapport à l'année d'avant. Et ce qui a changé, c'est il y a je pense mon niveau global. Je pense que j'ai progressé musculairement entre 2024 et 2025. Et j'ai notamment fait beaucoup de travail d'excentrique, des descentes rapides, etc. Parce que je compense quand même la musculation par... Et puis, tu dis, je finis fort, j'arrive à finir fort en descente. On sait que la qualité première en ultra, c'est la résistance. C'est la résistance, et notamment la résistance en descente, la résistance musculaire. Et au final, alors après, je dis pas que ça me donne raison sur la musculation, parce qu'il y a d'autres points où... Mais en tout cas, j'ai progressé en résistance musculaire et j'arrive à faire une fin de parcours où, musculairement, je suis pas du tout cassé. Et là où j'ai progressé, c'est vraiment au niveau de la nutrition. C'est jour et la nuit, en fait, entre 24, 25 et même... Avant 25, j'étais complètement à la rue. Et 25, c'est une première pierre à l'édifice. Et j'ai encore une marge de progrès qui est, je pense, énorme par rapport aux top athlètes et aux gens qui performent. Et notamment sur l'apport, je dirais, glucidique. J'ai encore, moi, pas mal d'oscillations au niveau...
énergie, je sens que voilà, alors en 2024, il y a 6 heures où j'ai vraiment végété, pendant 6 heures où ça a été très compliqué. Et là, sur la course de 2025, pour te dire, j'ai eu 3 heures, 2 heures et demie où ça a été vraiment difficile au niveau énergétique. Je dis pas au niveau musculaire où enfin, comme tout le monde, c'est dur, etc. Mais là, au niveau énergétique, où je sentais que j'avais vraiment fait une erreur, au niveau. Sur 18 heures de course, c'est pas gigantesque quand même, je trouve. Ah non, c'est pas gigantesque, mais du coup, ça montre qu'il y a une vraie évolution au niveau de la performance, et ce qui fait qu'au niveau des cotes, et je pense que les cotes sont à peu près justes, où on est d'une cote, je veux pas dire de bêtises, mais 800, voilà, au-dessus de 900. Moi, avant, j'avais jamais coté au-dessus de 900, et je l'explique vraiment en partie par les progrès au niveau de l'entraînement et au niveau musculaire, mais aussi surtout au niveau de ces progrès au niveau nutrition. Ouais, ça, c'est clair. Moi, ce qui m'a impressionné sur ta TDS 2025, c'est le rythme que tu as tenu à plat à la fin. Est-ce qu'il était... Alors, je regardais beaucoup Antoine et l'écart qu'il y avait entre toi et Antoine Charvolin. Est-ce qu'il m'a paru élever ton rythme parce qu'Antoine était un peu carbo et il avançait pas trop à plat? Est-ce que toi, tu étais en super forme sur ce plat qui est infinissable? Vous avez quoi, 8 bornes de plat quasiment à la fin? Ouais, c'est ça. Enfin, il y a un faux plat. Il y a un petit 10 km. Après, si je me permets juste de faire en fait, la dernière section pour nous, c'est vraiment les Contamines Chamonix. Tu vois, ça, c'est vraiment la dernière section et je pense qu'elle est à prendre dans son ensemble. Moi, j'ai 25 minutes, je crois, de retard aux Contamines. Ouais. Et en gros, dans la montée pour le col du Tricot, on fait après jeu égal avec Antoine. Voilà, donc là, il n'y a pas d'écart. Et après, par contre, du haut du Tricot à Chamonix, je lui rattrape, je crois, 20 minutes. Donc, ce qui est énorme. Et je lui rattrape quasiment tout dans la descente. Voilà. Et en fait, à plat, derrière, lui, en fait, il pense à ce moment-là que c'est pas moi qui suis derrière, mais c'était Beignat qui s'est arrêté en fait au Tricot. Et en fait, quand il comprend que moi qui étais à 25 minutes aux Contamines et que en fait aux Ouches, celui qui est à 10 minutes derrière lui ou 8 minutes derrière lui, c'est pas Beignat qui était à un quart d'heure. Et en fait, là, il y a un delta de 25 minutes à 8 minutes. Au lieu que ce soit un 15 minutes, 8 minutes, tu vois. Donc, en fait, en termes de dynamique de course, après, il reste 8 km, 9 km. Antoine, c'est un super coureur de plat. Mais toi aussi, tu l'as montré. Ouais, mais je crois que, je cours qu'à 1 km/h de plus. Ok. Plus vite. Donc, en fait, je veux dire, c'est dérisoire. Et en fait, lui arrive à vraiment retrouver une belle dynamique, une belle foulée. On en a parlé et tout, et puis on en rigole. Mais... ouais, et en fait, il n'y a plus aucun écart qui se crée avec 1 km/h d'écart, ce qui est pas mal au final, mais qui n'est pas suffisant, quoi. Ouais, Antoine Charvolin, c'est un super coureur de plat. Il a failli faire record de France de marathon sur la Saint-Élion cette année, à force de jouer à l'avant. Oh, la petite pique. On t'embrasse, hein, Antoine, bien sûr. J'espère qu'il nous écoute quand même. Je me disais, tu as fait un peu comme sur le marathon du Mont Blanc 2025. Tu étais 24e au pointage aux arêtes du Mont-Fabre, 6e à Bourg-Saint-Maurice. Quand on avance, c'est à peu près, si je dis pas de bêtises, c'est à peu près les tiers là que je dis, à la louche. Hein. Peut-être une erreur près, mais 6e à Bourg-Saint-Maurice, t'as un peu bataillé pour la 5e place jusqu'à Haute-Luce, volontairement ou non, je sais pas, on voit juste que ça aussi un peu. Et là, tu t'envoles 2e place. Pareil, pacing qui te correspond, parce que c'est ce que tu avais prévu. Fait de course, parce que de toute façon, ça a un peu pété. Typiquement, Antoine Thieria, il a pété, Beignat, il a pété, et donc tu te retrouves à remonter. Mélange de tout ça? Moi, ce que j'analyse, c'est le temps final. Le temps final, en fait, moi, je pars sur un 19h15, tu vois. Et 19h15, je gagne déjà, 1 heure par rapport au temps de l'année d'avant. Mais en soi, il y a, je pense, un quart d'heure, tu vois, de course plus rapide parce qu'on prend des chemins plus roulants. Voilà, on passe pas notamment par les arrêts du Mont-Fabre, là, qui sont exceptionnels, dans le Beaufortin. Non, d'ailleurs, je te dis une bêtise, ça s'appelle pas comme ça s'appelle... Enfin, c'est au-dessus de Beaufort, là, c'est vraiment magnifique. Bref, peu importe. Et du coup, en fait, moi, ce que je vise, c'est 19h15, mon plan de pacing. Et en fait, j'arrive à Bourg-Saint-Maurice, j'ai 10 minutes d'avance sur mes prévisions. Je me dis, en fait, ça peut que mal se passer, l'affaire. Enfin, je veux dire... Alors, je suis pas défaitiste du tout. Je pense rien. Hein, c'est-à-dire que moi, je fais mon truc. Je suis avec un groupe, d'ailleurs, des copains, enfin, tu vois, avec Martin Kern, tout ça, des gens avec aussi le frère de Xavier Thévenard, Jean-Marie, voilà. Et en fait, derrière, ça fait une grosse montée derrière Bourg-Saint-Maurice. Et en fait, c'est là vraiment où il y a un petit déclic qui se crée. C'est-à-dire que bas de la montée, je me sens pas hyper bien. Je me dis, oh là là, la journée va être longue, ouais, ça va être un peu terrible, tout ça. Et en fait, je force le destin. C'est-à-dire que je passe devant le groupe et là, je me dis, bon, allez, vas-y,
essaye de trouver quand même ton rythme. Là devant, ils vont pas t'attendre. Et en fait, aujourd'hui, peut-être qu'il va falloir saisir sa chance. Et voilà, peut-être que c'est ton niveau aussi d'arriver à un moment donné. Et voilà, et donc je pars. J'emmène avec moi Léo Rogaume, voilà, Fini 3e. qui finit 3e et avec qui on partage énormément, voilà, jusqu'à magnifique course. Et puis super mec aussi, enfin, vraiment En pleine exceptionnel. explosion, je trouve. Ouais, et puis qui va continuer vraiment sa progression. Et donc on arrive comme ça à Beaufort dans un rythme fou. Et moi là, pour moi, je suis dans le bon pacing, c'est-à-dire que je suis avec la personne qui va bien, qui a mon niveau du jour, qui est super sympa, on se tire bien. Et c'est juste que je prends une bonne explosion, les fameuses 2h30, où on rentre dans les heures chaudes. Moi, je suis carrément en surchauffe complet. Et en fait, jusqu'au contamine, pour moi, la course, elle est difficile. Et je me dis, là, ouais, va falloir vraiment. Et puis, en fait, je renais. Tu vois, c'est la beauté de l'ultra. Hein, on arrive de nouveau à mieux manger, à boire, à retrouver de l'énergie, puis à se dire, tu vois, à de nouveau être dans des pensées positives, à se dire, on n'est plus dans allez, vas-y, tu mets un pied devant l'autre et t'essayes d'arriver là. On est dans allez, je vais aller chercher l'autre que je vois là-bas au bout. Ouais. Allez, et ça, voilà, la dynamique se crée. Et en fait, ça fait ce temps-là à Chamonix. Mais en fait, si on analyse, on a l'impression que je pars de l'arrière pour aller devant, mais en fait, moi, je suis déjà en avance sur tous mes plans de pacing. Donc ouais, c'est assez rigolo. Et puis, je pense que c'est lié au fait que le niveau augmente et qu'on a des stratégies de plus en plus agressives. Dernière question de cette partie sur ce bout de ton parcours. Est-ce que cette course, cette TDS 2024 ou ce marathon du Mont Blanc, cette TDS 2025, je vais y arriver, ou ce marathon de ce 90 du Mont Blanc 2025 également, est-ce que ces courses t'ont appris quelque chose qui t'a marqué pour la suite de ton parcours que tu vas utiliser? La nutrition qui passe mieux peut-être ou autre chose? Oui, c'est vraiment la nutrition, pour moi, qui a été vraiment qui a opéré un grand changement. Et là, avec mon nouveau partenaire Impulse, on va continuer à travailler dur. On ambitionne des gels là pour cette année. Et du coup, ça va être vraiment cet axe de travail que je vais prolonger. Et puis, ces fameuses séances d'excentriques, qui, je pense, sont quand même centrales aussi dans la réussite de courses comme ça. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Avant qu'on passe à la conclusion, je te propose la rubrique d'un partenaire du podcast, c'est la rubrique Merrell. Avec Merrell, on aime bien aller encore plus loin, explorer les sentiers, explorer les zones inconnues. Et du coup, on ouvre une boîte à questions sur les réseaux sociaux où les gens peuvent proposer des questions pour toi. Il y en avait plein, des plus ou moins vulgaires. J'ai enlevé les vulgaires, je les garde pour la partie Patreon. Là, j'en ai gardé. Alors, c'est des petites questions, j'en ai pris 4 parce que c'est des petites questions, donc je voulais te proposer. Alors, la première, elle est peut-être un chouïa erronée, j'espère que pas trop. C'était, tu as 4 frères, Gatien, Ghislain, Guilhem, Gabriel, le dernier. Et Gaëtan. Et Gaëtan, c'est quoi le problème avec les autres lettres de l'alphabet que j'ai dans votre famille? En fait, le problème, c'est que c'est parti d'un délire de mes parents où les 2 premiers, soi-disant, ou les 3 premiers, soi-disant, c'était pas fait exprès. Voilà. Puis après, il a bien fallu continuer, quoi. Donc, non, c'est les 6 G. Voilà. Donc, Gatien, Gaëtan, Ghislain, Guilhem, Gabriel, et Gauthier. C'est sans ça. H. Exactement. Et si vraiment, sans H, et si vraiment tu veux être, excellent, tu pars du plus vieux ou du plus jeune. Donc, c'est Gaëtan, l'aîné. Moi, je suis le deuxième. Donc, Gauthier, Gatien, Gabriel, Ghislain, Guilhem. Voilà. Et là, vraiment, c'est masterclass. J'ai presque voulu t'amener un H parce qu'il t'en manquait un à ton prénom. Il y a des gens qui m'auraient dit il faudrait lui amener l'Esprit Trail, mais je suis sûr que tu l'as déjà, donc je pense que tu n'avais pas besoin de moi. Autre question. Tous tes frères sont plutôt rapides sur des épreuves courtes, des épreuves d'endurance plutôt courtes. Est-ce que tu t'es mis à l'ultra parce que tu étais le plus lent de la fratrie? Ah mais exactement. Et je pense que je suis largement le plus nul de mes frères. Le plus lent que Gabriel? Alors, je crois que Gabriel, il doit faire 30-20 au 10 km. Non, mais enfin. Et tu connais le tien de temps au guide des kilomètres? Non, j'en ai jamais fait. Voilà, donc voilà. Ça se trouve, c'est 27. Non. En vrai, là, quand je fais des séances sur piste, si je passe en dessous 31, c'est exceptionnel. Hein. Avec les chaussures développées par Gatien ou pas? Alors non, plutôt non. Est-ce que les autres villes de France sont sympas, mais quand même Grenoble, c'est mieux? Alors, je dirais que Grenoble, c'est pas mal, mais vu d'en haut, tu vois.
Moi, j'aime bien, tu vois, monter aux Moucherottes ou, tu vois, sur de belles donnes. Non, blague à part, c'est une super ville. Hein. C'est une très belle ville, bien dynamique. Avec des belles personnes aussi. Merci. Dernière, quel est ton planning de course 2026? Alors, mon planning, c'est un planning qui est assez... Confidentiel? Alors, pas confidentiel, justement. Je l'ai pas vu fuiter. Non, mais je te le réservais, justement, tu vois. Donc, c'est sympa. Je me suis dit, attends, il y a Cyril qui vient en début d'année, tout ça. Je vais quand même lui réserver ça. Du coup, c'est comme je te disais, j'ai peu bougé de France. J'ai peu bougé de Haute-Savoie. Cette année, j'ai du temps. Mes filles... Voilà, donc je change tout ça. Non, j'avais vraiment 3 courses qui me tenaient extrêmement à cœur. J'en avais déjà fait une, mais je la refais. Et j'avais un petit peu envie d'aller sur des endroits un petit peu exotiques. Je vais faire 3 îles. Attends, j'ai failli essayer de deviner. J'allais dire l'UT4M, l'échappée belle. Mais non, en fait, c'est pas celle-là. Ah, vas-y, non, je te dis, alors c'est pas hors de France parce que les Corses vont mal le prendre, mais enfin ou bien le prendre, je sais pas. Ouais. Non, mais l'idée c'est de faire 3 îles. Donc là, je vais à Madère sur le Mute. Voilà, tout à fait. Après, je vais faire la Corse, refaire le 110 de la Restonica Trail, voilà. Et puis je vais finir. Une idée pour alors vas-y. Une petite diag. Ouais, exactement, tout à fait, la diag. Cassant, brut, qui colle en fait à ce que t'aimes. Ouais, je crois. Enfin, j'ai l'impression que t'aimes le même genre de course un peu que Martin Kern, puisqu'on vient de le mentionner, et lui typiquement c'est ce qu'il avait dit, les pika-pika, des choses comme ça vraiment brutes, etc. Il avait l'air de s'y retrouver avec la diag. C'est ce que tu vas chercher là-bas? Ouais, complètement. Bah, avec Martin, on partage voilà, ce goût pour la montagne et justement ces efforts aussi dans un environnement qui... Alors, faut pas croire que c'est hostile, hein, mais voilà, un petit peu... Voilà, où on va chercher quand même ce petit côté... rugueux, hein, tout à fait, c'est ça. 3 questions pour conclure cette interview. Je vais quand même te garder quelques instants pour la partie Patreon, mais pour clôturer la partie, on va dire, tout public, est-ce que tu as un objectif à long terme, quelque chose qui te fait rêver dans ta carrière sportive? Alors, j'en ai 2, si tu me permets, voilà. J'ai fait 2 fois DNF à l'UTMB. Okay. Voilà, pour des raisons très différentes. Et on n'en a pas parlé, mais je me permets de faire une toute petite parenthèse parce que je pense que c'est quand même important et ça me définit et ça me tient à cœur. Mais donc, il y a une fois, c'est pour ces fameux problèmes gastriques, et une autre fois, c'était pour des douleurs aux pieds. Et je suis extrêmement attaché à l'éthique de notre sport. Et vraiment, voilà, et je le dis pas de manière, tu vois, à vouloir absolument, tu vois, positionner ça au milieu de nulle part. C'est que, voilà, moi, j'ai arrêté et j'ai fait le choix, j'ai pris le choix de ne jamais prendre, tu vois, d'anti-inflammatoires et jamais je ne finirai un trail coûte que coûte et avec ça. Donc voilà, j'ai DNF un UTMB, c'était à la Forclaz et je rentrais dans le top 10, tu vois, j'avais avec une dynamique de course super, j'étais avec Andy Simons. On avait passé un moment unique, exceptionnel. J'ai cette douleur de pied qui apparaît. Quelques jours après, ou je sais plus, quelques heures après, on me dit mais pourquoi t'as pas pris d'anti-inflammatoire Enfin voilà. Et ça, c'est écho de plusieurs personnes. Et voilà, donc j'ai vraiment à cœur pour répondre à ta question, de retourner sur l'UTMB, essayer d'en finir un bien. Et donc ça sera un projet sur, je pense, plusieurs années. Voilà, donc là, cette année, c'était projet 3 îles, et puis après, je reviendrai dans notre département de la Haute-Savoie, essayer de faire ce tour du Gros Caillou, en essayant de me bloquer sur quelques années pour en faire un de bien. Vraiment, ça me tient extrêmement à cœur. C'est local, c'est une course avec une densité folle, avec une atmosphère incroyable, et j'ai vraiment envie de le partager, voilà, avec mes proches. Donc, réponse très longue. Voilà, premier objectif. Et second objectif, faire un off en Corse. Voilà, donc tu devines très bien que... Ouais, je sais pas, de gauche à droite. Ouais, c'est ça, ouais. Pas à la nage. Ok, ça marche. Eh ben, écoute, on va suivre ces 2 projets. En tout cas, moi, je les suivrai avec attention. J'espère que les auditeurs également. Est-ce que tu as un conseil ou un message que tu aimerais que les auditeurs auditrices retiennent de toi? Alors, c'est quelque chose, pareil, qu'on n'a peut-être pas trop... dont on n'a pas trop parlé, mais c'est... C'était en filigrane, t'aimes bien dire ça, mais c'est vrai que j'espère ce qui transparaît de ma pratique. Mais tu vois, c'est ces mots de régularité, consistance, équilibre, tu vois, équilibre familial, équilibre avec le travail, équilibre avec le temps qu'on donne à sa pratique, qu'on partage avec les siens, etc. Voilà, c'est tout ça. C'est d'avoir une pratique qui est saine et construite sur le long et pour son plaisir, pour
pour soi et pas parce que on a vu sur les réseaux qu'il y avait un objectif et qu'il fallait absolument le cocher, tu vois. Moi, je suis vraiment dans cette apprends à aimer ce que tu fais et puis après après donne-toi des objectifs, moi c'est vraiment ça, c'est prends le temps de faire les choses et prends le temps d'aimer venir en montagne, venir en nature. C'est un très beau message qui, moi, en tout cas, me touche beaucoup. Merci beaucoup de l'avoir partagé. Dernière question que tu as peut-être déjà entendue dans mes épisodes, la plus philosophique de toutes les questions, de Margot, qui participe à la réalisation de ces épisodes. Qu'est-ce qui fait de toi l'athlète que tu es aujourd'hui ? Ouais, je crois que c'est ma famille, vraiment, clairement. Ouais, c'est ma famille, ma compagne Sigrid et mes 2 filles. Moi, je pense que c'est elles qui font la personne et du coup, je sais pas si on peut dire athlète, mais voilà. Merci énormément Gauthier pour toutes les réponses à mes questions. C'était vraiment passionnant de t'écouter. Merci Cyril, merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour cet épisode avec Gauthier Herriot. Je souhaite tout d'abord remercier For Endurance, qui est partenaire de la saison 3 du podcast Courir Mieux. For Endurance, c'est des produits énergétiques de qualité, composés en respectant la littérature scientifique, et c'est pour ça que je leur fais confiance. Gauthier a mentionné les évolutions dans sa nutrition sportive, et ça me fait penser à quelque chose qui a complètement changé la mienne de nutrition à l'effort, les pastilles d'électrolytes For Endurance et Endurance. Je trouve leurs apports en sodium particulièrement intéressants pour les efforts longs et ou chauds, quand il devient important de compenser une partie des pertes. Ils ont une version à 250 mg de sodium par pastille et une version à 300 mg, le tout dans de nombreux arômes différents. Je vous laisse découvrir tout ça avec le lien présent en description et le code Cyril10 pour bénéficier de moins 10% sur toutes vos commandes. Je remercie également les 3 autres partenaires de cette saison 3, Compressport, Merrell et Suunto. En description, vous trouverez également des codes promo pour chacun d'entre eux. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez rejoindre le Patreon de Courir Mieux pour par exemple avoir accès à mon échange exclusif avec Gauthier, où on parle du fameux esprit trail, existe-t-il, est-il là avec nous dans la pièce, on sait pas, mais où on parle aussi plus précisément des changements dans sa nutrition à l'effort et de sa séance d'entraînement clé avant les ultras. Tous les contenus exclusifs, dont ces échanges, mais pas que, sont disponibles avec un abonnement à 7€ par mois et 6€ par mois avec un abonnement annuel. Si ça vous intéresse, le lien est en description. On se retrouve la semaine prochaine pour un Scientific Day où on parlera d'un sujet que Gauthier a soulevé dans cet échange, le microbiote du sportif. Dans cette partie 2, je recevrai Nathalie Boisseau et Marion Leclerc, expertes toutes deux de la thématique, pour aller encore plus loin sur les relations qui existent entre l'entraînement, l'alimentation à l'effort et la qualité de notre microbiote. Je vous dis donc à mercredi prochain.